On dit que votre vie défile devant vos yeux dans vos derniers instants, et nous voyons le père de notre protagoniste sur son lit de mort. L'homme demande à Shuichi de s'occuper de sa mère et de sa sœur, puis se souvient de sa mère lui donnant une collation. Elle mentionne avoir trouvé un nouvel emploi, lui disant de se concentrer sur ses études avant de voir sa petite sœur avec une sucette. Lui conseillant d'écouter toujours leur mère, la scène se coupe sur son école, où un tyran écrase sa collation. Le tyran demande ensuite pourquoi le jeune homme a osé se présenter à l'école alors que ses amis retiennent une fille. Ensuite, l'agresseur crie sur notre protagoniste, lui disant qu'il est bien trop faible pour jouer le héros. La fille qu'il a essayé de protéger lui dit qu'il n'aurait pas dû blesser les brutes et qu'il devrait juste faire attention à lui. Dans ce moment de distraction, un camion qui roule à toute vitesse fonce sur lui, son klaxon retentissant bruyamment. Le jeune homme est complètement figé, incapable de comprendre ce qui se passe alors que le véhicule se rapproche. Un instant plus tard, son parapluie est emporté, et il se demande si c'est vraiment ainsi qu'il est censé partir. Allongé sur le sol dans une mare de sang, le garçon réalise que sa fin est vraiment arrivée. Avant de partir, il pense à sa mère et à sa sœur Azusa, juste au moment où une étrange lumière commence à l'envelopper. Il déplore son incapacité à les protéger alors que la lumière bleue le relie à un couple dans la rue. Les larmes aux yeux, le garçon est consumé par le regret d'avoir été si impuissant dans sa vie. Il jure alors que dans une autre vie, il protégera ceux qu'il aime de ses propres mains. Sa conscience voyage vers un autre monde, où il renaît sur le continent magique d'Arcanus. Là, nous trouvons une foule rassemblée pour un événement, alors qu'un homme annonce le début de la bénédiction divine annuelle. Il explique que les enfants de moins de 6 ans doivent offrir leurs objets les plus précieux aux dieux. En retour, un messager divin sera envoyé pour détecter l'élément magique caché de l'enfant et lui accorder une opportunité. Un petit garçon demande alors à sa mère s'il peut offrir ses bonbons, mais elle insiste sur le fait que cela doit être quelque chose de valeur. Pour illustrer ce point, nous voyons une boîte contenant 2 bijoux bleus incroyablement chers et rayonnants. Une noble nommée Lady Blanc se vante que plus l'offrande est précieuse, plus la chance d'être bénie est grande. Pendant ce temps, 2 hommes discutent de la famille Ryan, qui a apparemment dépensé toute sa fortune juste pour cette bénédiction. À ce moment, une famille noble commence à marcher vers l'autel avec des pas fermes et confiants. C'est la famille Ryan, et les spectateurs murmurent qu'il serait tragique qu'il ne soit pas béni après tout. Le chef de la famille, Alt Ryan, pense en lui-même qu'il a placé un pari énorme sur l'avenir de sa lignée. Il croit que ses enfants, Laika et Louis Ryan, sont les plus brillants et recevront sûrement une bénédiction de haut niveau. Le prêtre qui dirige la cérémonie appelle le prochain sur la liste à se présenter devant la foule. La petite Julia Ryan est appelée, et elle marche timidement vers l'autel pour faire son offrande. Avec cela, la petite fille offre une petite couronne dorée comme sa possession la plus précieuse aux divinités. Immédiatement, un grand cercle magique bleu s'illumine sur le sol, brillant avec une intensité étonnante. Des rayons d'énergie commencent à jaillir du cercle, et tout le monde est étonné par la puissance qui se déchaîne. Quelqu'un dans la foule se demande si cela pourrait être la bénédiction légendaire de Kae, le puissant dieu du tonnerre. À la surprise générale, la bénédiction est de niveau 7, un exploit jamais vu depuis au moins 12 ans. Sa famille éclate de joie, estimant qu'avec un talent aussi incroyable, ils ont vraiment été choisis par les dieux. L'énergie magique commence alors à s'estomper lentement alors que la petite fille reste au centre du cercle. Après que toute la lumière est disparue, la petite Julia est laissée perplexe, ne comprenant pas tout à fait ce qui vient de se produire. Les gens commentent que son offrande était la couronne du tonnerre, mais cet objet ne coûterait pas une fortune entière. Un homme souligne qu'il reste encore un enfant, et que le vrai trésor légendaire sera offert par lui. Le père se tourne alors vers son fils, Lucas, lui disant que c'est son tour, et le garçon hoche la tête avec un sourire confiant. Un serviteur tend une boîte à Lucas, lui demandant d'accepter l'offrande qu'elle contient. En ouvrant la boîte, tout le monde recule devant l'énergie démoniaque qui rayonne de l'épée à l'intérieur. Alors que le garçon tient l'épée, l'esprit de Volcano, le progéniteur de la magie et dieu du feu, se matérialise derrière lui. Sa petite sœur l'encourage, lui disant de tout donner et d'obtenir une puissante bénédiction. Le prêtre regarde le garçon s'approcher de l'autel, songeant à son courage d'offrir quelque chose de si précieux. De ce fait, il comprend que le chef de la famille Rien parie vraiment tout sur ce garçon. Le garçon place l'épée sur l'autel, et un cercle magique de feu se manifeste avec une force dévastatrice. Dehors, le ciel change brusquement de couleur, les nuages passant à une teinte rougeâtre menaçante. Le père du garçon est abasourdi, se demandant si cela pourrait être la bénédiction légendaire de niveau 9. À l'intérieur de la salle, les torches illuminant la pièce commencent à brûler avec une intensité anormale. Un instant plus tard, une vague colossale de feu jaillit de l'autel, se précipitant vers la foule terrifiée. Au milieu de toute cette chaleur, le jeune Lucas semble somnole, comme s'il n'était absolument pas conscient de son environnement. L'épée démoniaque commence à flotter dans les airs, et le garçon la fixe, complètement hypnotisé. Il remarque alors une petite flamme qui scintille dans sa main et est confus, ne comprenant pas ce que c'est. Soudain, une flamme jaillit, engloutissant tout son bras et envoyant le jeune homme dans la panique.
Le reflet de l'enfer dans ses yeux révèle l'intensité du pouvoir qui est sur le point d'être libéré. En un éclair, tout le corps du garçon est consumé par les flammes, et il commence à hurler d'agonie. Il est complètement englouti par le feu alors que l'épée maudite flotte certainement au-dessus de lui. De l'intérieur des flammes, d'étranges orbes de feu commencent à se former et à couler sur le sol. Suite à cet événement bizarre, le ciel extérieur revient à la normale comme si de rien n'était. Le père du garçon demande si la bénédiction est terminée et où est passé l'esprit divin, sa famille regardant avec inquiétude. Sa petite sœur pointe alors vers l'autel, exhortant tout le monde à regarder dans cette direction. Soudain, un corps dégringole du ciel, enveloppé de flammes bleues et de fumée grise. À ce moment, la sucette de la petite fille tombe par terre et se brise en morceaux. Allongé sur le sol, le garçon apparaît confus et effrayé, sans comprendre ce qui lui est arrivé. Voyant son frère dans un tel état, la petite Julia commence à sangloter désespérément. Tout le monde se précipite vers lui, criant son nom et le nom de sa famille dans un désespoir total. Ses parents s'agenouillent à ses côtés, le suppliant de se réveiller tout en se demandant comment cela a pu se produire. Le prêtre déclare alors avec une expression sombre que le dieu du feu a totalement rejeté le garçon. Il explique que Lucas Ryan a été abandonné par le progéniteur de la magie et ne recevra aucune bénédiction. À ce moment, nous voyons l'âme de notre protagoniste d'un autre monde entrer dans le corps du jeune Lucas. Pendant ce temps, dans le royaume du dieu du feu, Volcano est en rage à cause de ce qui vient de se produire. Il rage que la famille Ryan ait osé offrir le pouvoir même qui a failli mettre fin à son existence. Le dieu du feu révèle que la lame porte encore la cicatrice de l'époque où elle l'a frappé, une transgression qu'il ne pardonnera jamais. Un petit esprit de feu apparaît alors en crachant de la fumée comme pour se moquer de la situation. Ses serviteurs le louent, remarquant sa miséricorde pour n'avoir brûlé que l'âme de l'enfant. L'un des esprits remarque l'âme d'un autre monde et demande s'il doit également incinérer celle-là. Volcano rejette l'idée, déclarant qu'il ne perdra pas son temps avec un insecte d'un monde extérieur. Il tourne alors son attention vers l'offrande, décidant de l'examiner de plus près. L'âme de notre protagoniste reste piégée dans une sphère bleue alors que Volcano l'observe de loin. Dans cette sphère, l'âme de notre protagoniste contemple une lumière intensément brillante. La scène se déplace ensuite vers le royaume céleste printanier d'un dieu martial où une puissante figure lévite. C'est le dieu martial, ses yeux brillent d'une énergie dorée qui témoigne de son immense puissance. Avec une expression sombre, l'homme semble se préparer à un grand conflit. Ses pieds rayonnent de la même énergie alors qu'il commence à marcher sur une surface invisible dans les airs. Avec cela, il se précipite et brise une barrière dimensionnelle, qui se fragmente comme du verre. Le dieu martial semble résolu à surmonter tout obstacle qui se dresse sur son chemin. En utilisant uniquement la force de ses pas, il continue de briser les dimensions qui séparent la barrière. À chaque pas, il déchire l'espace devant lui, se frayant un chemin vers l'inconnu. Finalement, il franchit la dernière barrière et arrive dans un endroit rempli d'étoiles. Là, il affronte une créature colossale avec de multiples yeux rouges qui gouverne ce monde étrange. Le dieu martial croise les bras, se demandant si le monstre a vraiment l'intention de bloquer son chemin. La créature lui rend son regard avec ses yeux terrifiants et ouvre une gueule remplie de dents acérées. Sans prévenir, l'entité se jette, lançant une attaque ténébreuse contre le dieu martial. Une explosion d'énergie noire jaillit vers lui, mais l'homme semble complètement imperturbable. Le monstre ouvre ensuite sa gigantesque gueule, tentant de dévorer le dieu martial en une seule bouchée. Mais le guerrier est beaucoup trop fort, maintenant les mâchoires de la créature écartées et l'empêchant de l'avaler. Avec un regard furieux, le dieu prépare une contre-attaque pour éliminer la menace une fois pour toutes. Il canalise toute son énergie dans un seul coup de poing, frappant la créature de toutes ses forces. Le coup est si immense qu'une brillante explosion de lumière dorée anéantit complètement le monstre. Après avoir vaincu la créature, le dieu martial s'autorise un sourire satisfait du résultat de la bataille. À ce moment, un trou de verre massif se déchire dans l'espace, formant un portail de lumière bleue. L'homme se tient devant le portail, observant la vaste puissance qui en émane. Un sourire confiant se dessine sur son visage alors qu'il semble se préparer à franchir le portail. Il remarque ensuite que cette source de puissance n'a rien de particulièrement spécial après tout. Soudain, une petite lumière dorée apparaît dans le vide et se dirige rapidement vers lui. C'est une fée musclée qui vole vers lui en pleurant et en criant pour son maître. Le dieu martial l'attrape dans sa paume, lui demandant pourquoi son esprit de serviteur l'interrompt. Il sent alors une étrange perturbation et se rend compte que son ancien partenaire, Regdé, vient d'être détruit. Le guerrier se demande ce qui pourrait bien se passer sur le continent d'Arcanus pour que cela se produise. Il se souvient qu'il y a 1000 ans, les arts martiaux étaient supérieurs à la magie, mais maintenant Volcano est vénéré. La fée rétorque que s'il n'était pas si obsédé par les arts martiaux, ce dieu pathétique ne se serait jamais élevé au pouvoir. L'homme répond que malgré tout, répandre la voie des arts martiaux est un lourd fardeau pour Beer. Une petite flamme apparaît, et il admet qu'il n'a aucun intérêt à la développer, mais il a un devoir. Il se sent obligé de transmettre ses connaissances afin que les arts martiaux ne disparaissent pas. Pour cette raison, il déclare qu'un petit être comme lui doit rester toujours dévoué à l'entraînement. Il se tourne ensuite et commence à marcher vers une lumière blanche intensément brillante.
Sa conscience se condense en un minuscule point de lumière, voyageant à travers le vide de l'espace profond. Soudain, notre protagoniste qui est inconscient entend une voix et se demande s'il a survécu d'une manière ou d'une autre. Il ouvre ensuite les yeux et se retrouve dans une situation complètement nouvelle, incapable de saisir ce qui se passe. Dans son esprit, notre protagoniste se voit entouré des nombreux visages musclés du dieu martial. Portant un bandeau, le jeune homme est complètement déconcerté, incapable de comprendre quoi que ce soit. L'entité se présente comme Mars, le dieu martial, et déclare qu'il va lui accorder une bénédiction divine. Brusquement, Lucas se réveille dans un lit, se demandant si toute cette expérience n'était qu'un rêve bizarre. Juste à ce moment, l'effet musclé se matérialise, voletant et scandant avec enthousiasme le nom du dieu martial. Le garçon est stupéfait lorsque l'entité annonce qu'il va lui conférer la bénédiction du dieu martial. Immédiatement après, un rayon de lumière dorée le frappe, laissant le jeune homme complètement paralysé. Il reçoit la bénédiction de niveau 9 du dieu martial, et les limites de son entraînement aux arts martiaux sont supprimées. Assis sur son lit, il se demande de quoi il s'agissait et ce que signifie même le niveau 9 de dieu martial. De plus, il est choqué par le souvenir de la musculature incroyable des esprits de ce dieu. Le jeune homme est déconcerté, se demandant ce qui se passe puisqu'il aurait dû périr. Il se souvient de l'accident de camion et ne comprend pas pourquoi il est toujours en vie après tout ce qui s'est passé. Les yeux grands ouverts, il commence à relier les points et à comprendre sa nouvelle réalité. Soudain, un torrent de souvenirs du Lucas Ryan originel inonde son esprit d'un seul coup. Le jeune homme éclate d'un rire nerveux, se demandant si les dieux ne font que lui jouer une blague cruelle. Il se rend compte qu'il est né de nouveau dans un monde de magie en tant que garçon abandonné par les dieux. Il pense à sa mère et à sa sœur, réalisant qu'elles vivront désormais grâce à son indemnité d'assurance. Regardant ses mains, il ne saisit toujours pas la signification de la bénédiction du dieu martial ou des arts martiaux. Dans ce moment de confusion, une sucette rose et blanche roule mystérieusement dans sa chambre. Le garçon se tourne vers la porte, curieux de savoir qui aurait pu laisser le bonbon là pour lui. À l'entrée, une petite fille blonde l'appelle, les yeux remplis de larmes et l'expression profondément triste. Nous avons un gros plan de son visage alors que des larmes coulent sur ses joues pendant qu'elle sanglote de manière incontrôlable. Elle se précipite ensuite et saute sur le protagoniste, qui l'embrasse. Elle s'écrie qu'il est enfin réveillé. La petite fille explique qu'elle a entendu des gens dire qu'il ne se réveillerait jamais, ce qui l'a rendue incroyablement inquiète. Avec un sourire réconfortant, le jeune homme la rassure en lui disant que tout va bien, pensant en lui-même que ce doit être sa nouvelle sœur, Julia. Il se souvient alors de son ancienne sœur, Azusa, et imagine la profondeur de sa tristesse à son décès. Pour cette raison, il promet de protéger les personnes précieuses dans cette nouvelle vie, comptant sur le dieu martial pour les aider. Dehors, le soleil brille de mille feux sur un pot de fleurs jaunes, symbolisant une nouvelle aube d'espoir. La scène passe ensuite à un hôtel où se dresse une statue imposante et grandiose d'un ange. La statue apparaît calme et sereine, mais soudain, une aura étrange commence à imprégner la zone. Un liquide sombre commence à couler des yeux de la statue, ressemblant à des larmes de sang. Peu après, toute la statue est recouverte de cette substance et une figure maléfique se matérialise. Une femme mystérieuse déclare que la présence de cet homme détestable a finalement disparu du monde. Elle réfléchit ensuite à la question de savoir s'il est décédé ou s'il a simplement abandonné ce monde pour de bon. Avec un emblème de serpent sur sa poitrine, la femme déplore qu'il ne lui reste plus que très peu de pouvoir. Ses cheveux noirs flottent dans l'air alors qu'elle semble se remettre lentement de ses blessures. Avec un sourire sinistre, elle proclame que sans lui sur son chemin, ce monde sera bientôt entièrement à elle. L'histoire avance ensuite de 9 ans, nous montrant le manoir opulent de la noble famille Ryan. Dehors, un jeune homme siffle tout en épongeant la sueur de son visage avec un mouchoir blanc. Voici Lucas Ryan, maintenant un jeune adulte, qui remarque que le temps s'est enfin éclairci et que Julia doit avoir terminé son entraînement. Le protagoniste décide de trouver sa sœur, mais une vigne épineuse jaillit dans sa direction. Il sent immédiatement le danger et se prépare à l'attaque surprise venant de son côté. À ce moment, l'arme épineuse l'attrape, l'immobilisant au milieu du jardin. Le jeune homme grommelle d'agacement, pensant qu'une seule personne oserait faire une farce aussi enfantine. Un instant plus tard, son demi-frère Jérémy apparaît tenant un bâton, se révélant être l'attaquant. Jérémy le salue avec sarcasme tandis qu'une servante à proximité glousse devant la situation de notre héros. Le blond l'avertit ensuite que cette arrière-cour est exclusivement réservée aux mages de la famille Ryan. Les épines se resserrent alors autour du corps du jeune homme, lui causant une douleur importante. Avec un sourire cruel, Jérémy menace de lui casser quelques côtes pour lui donner une leçon. Mais à l'étonnement de l'agresseur, notre protagoniste laisse simplement échapper un bâillement ennuyé, le laissant confus. Le jeune homme souligne alors que sa sœur termine son entraînement magique et qu'elle sera de retour d'un moment à l'autre. Avec un regard sérieux, il l'avertit de le relâcher s'il ne veut pas se faire électrocuter par sa foudre. Jérémy s'énerve, le traitant de lâche pour se cacher derrière sa sœur et affirmant qu'il n'a pas peur de la foudre. À cet instant précis, un éclair violet descend du ciel, le frappant avec un puissant choc électrique. Le garçon est laissé complètement carbonisé alors que la servante crie de terreur pour son maître.
Le protagoniste regarde ensuite en arrière pour voir sa sœur Julia s'approcher, son bâton magique à la main. Son bâton rose orné d'oreilles de chat crépite encore d'étincelles violettes, mettant en valeur son immense puissance. Julia, maintenant plus âgée, l'avertit que s'il brutalise à nouveau son frère, elle ne sera pas tendre avec lui. Avec une expression de colère, elle fait la moue, indiquant clairement qu'elle ne plaisante pas. Elle se tourne ensuite vers le protagoniste, lui assurant qu'elle enlèvera ses vignes immédiatement. Grâce à la magie de Julia, les vignes épineuses s'effritent au sol et se désintègrent lentement en poussière. À cela, le protagoniste tapote affectueusement la tête de sa sœur, et elle lui offre un sourire adorable. Le jeune homme se tourne ensuite vers son demi-frère, lui demandant s'il a enfin compris sa leçon concernant le fait de s'en prendre à lui. Le visage rouge de rage, Jérémie marmonne juste de manière incohérente, incapable de former une réponse. Immédiatement après, lui et la servante s'enfuient la queue entre les jambes, terrifiés par la jeune fille. Notre héros remarque qu'elle a été plutôt douce avec lui avec ce dernier choc car il semble être parfaitement bien. La jeune femme demande alors pourquoi il ne s'est pas défendu, lui rappelant que sa force est un secret entre eux. Le protagoniste sourit, ajoutant qu'en plus, elle est toujours là pour le protéger de tout mal. Avec un sourire confiant, il montre qu'il ne fait que taquiner sa petite sœur bien-aimée. 9 années se sont maintenant écoulées depuis sa réincarnation dans le corps du jeune Lucas Ryan. Il se souvient que le jour où il s'est réveillé, son père est venu lui rendre visite, s'appuyant sur une canne en bois. À ce moment-là, le jeune homme était certain qu'il serait renié pour ne pas avoir répondu à leurs attentes. Mais à son étonnement, son père l'a embrassé, disant qu'il était juste heureux qu'il se soit réveillé en toute sécurité. Le protagoniste explique que Holt Ryan est le chef d'un ordre de chevaliers renommé au sein du royaume. Pour cette raison, il est rarement à la maison pour voir ses enfants, mais il reste un père aimant pour eux. Quand Holt a appris qu'il s'entraînait aux arts martiaux, il lui a envoyé une lettre contenant des informations. Elle mentionnait que les archives familiales contenaient plusieurs anciens tomes sur les arts martiaux qu'il pouvait étudier. Avec cela, le jeune Lucas s'est aventuré dans les archives avec une bougie pour chercher les livres que son père avait mentionnés. Grâce à cette lettre, le jeune homme a pu mettre en mouvement un plan audacieux et ambitieux pour son avenir. De retour dans le présent, quelqu'un à l'extérieur du manoir crie, appelant le jeune maître Lucas. 2 servantes se plaignent que Lucas, malgré sa jeunesse, s'enfuit tous les jours vers un lieu inconnu. L'une d'elles rassure l'autre de ne pas s'inquiéter car il sera expulsé pour son manque de magie juste avant qu'elle ne ressente un tremblement. Elle se demande si quelqu'un pratique la magie de la terre sans se soucier de sa véritable source. La scène se coupe au protagoniste qui s'entraîne en frappant un mur de pierre solide avec une force immense. Nous voyons ensuite le jeune Lucas à l'intérieur d'une grotte qu'il a personnellement creusée pour s'entraîner en secret. Il révèle que la cachette est située directement sous sa chambre et qu'il l'a construite de ses propres mains. Le jeune homme explique qu'il a passé 6 mois à creuser l'espace, le divisant en 4 zones distinctes. Un espace d'études, un espace de stockage, un terrain d'entraînement et une salle de bain de fortune avec une baignoire bon marché. Depuis qu'il a terminé l'ère d'entraînement, il s'est entraîné en secret tous les jours pour devenir plus fort. Après une autre journée d'entraînement épuisante, le jeune homme se prépare à se tremper dans son bain médicinal. L'eau violette éclabousse avec des formes spectrales qui s'en élèvent, indiquant ses puissantes propriétés. Il se détend dans la baignoire, notant que le bain médicinal est la méthode la plus efficace pour l'entraînement aux arts martiaux. Le jeune homme raconte que 3 années se sont écoulées depuis qu'il a commencé à s'entraîner avec la technique de trempe sciatique. En conséquence, il est maintenant si résistant que les attaques magiques de niveau 5 ou inférieur ne peuvent même pas l'égratigner. Le protagoniste déclare que sa défense se solidifie enfin, et qu'il est maintenant temps de se concentrer sur son attaque. Il récupère ensuite son katana, se préparant à tester ses compétences contre un mannequin d'entraînement. Avec une prise ferme sur sa lame, il concentre son intention de porter une frappe puissante et précise. En un clin d'œil, il se jette en avant, attaquant le mannequin avec une vitesse mortelle et étonnante. Ses yeux reflètent la détermination et la puissance qu'il a cultivée au cours de ses années d'entraînement. En plus de l'épée, il est également un maître d'autres armes, telles que la lance montrée dans l'image. Avec sa lance, le protagoniste se jette en avant, portant un puissant coup contre le mannequin d'entraînement. Le mannequin est alors assailli par un barrage d'attaques rapides et précises qui le submerge complètement. En conséquence, la cible d'entraînement est complètement détruite, s'effondrant en morceaux sur le sol de la caverne. Il atteint le niveau 4 dans sa technique et décide de passer du temps à entraîner ses points. Le jeune homme réfléchit au fait que même si ses compétences se sont grandement améliorées, quelque chose continue de le déranger. Il sait que les artistes martiaux finissent par atteindre un plateau, et que la seule façon de le dépasser est par l'illumination. Mais cette soi-disant illumination est si insaisissable que la plupart des pratiquants abandonnent en cours de route. Lucas se positionne ensuite devant un pilier de pierre, déclarant que son chemin sera très différent. Le jeune homme prend une profonde inspiration, concentrant toute son énergie pour déclencher une puissante frappe sur le pilier. Avec un regard déterminé, il se prépare à démontrer les fruits de son entraînement ardu. Il écrase ensuite son poing de toutes ses forces dans le pilier de pierre massif devant lui. L'impact est si immense que le pilier se brise en 1000 fragments, créant un grand nuage de poussière.
Au milieu des débris, le jeune homme observe le résultat de sa puissance avec une expression confiante. Sa technique de poing atteint le niveau 5, démontrant sa force et ses compétences toujours croissantes. Le protagoniste réalise alors que ses niveaux ne font qu'augmenter, et que pour lui, il n'y a pas de limite supérieure. Cela est dû à la bénédiction divine qu'il a reçue, qui permet à ses capacités d'évoluer sans fin. Soudain, une horloge sur le mur commence à sonner, signalant qu'il est presque minuit. Il se souvient que son père, Holt, rentre à la maison ce soir, et qu'ils ont prévu un dîner en famille. La scène se coupe ensuite à une fenêtre du manoir, révélant que la nuit est déjà tombée. Maintenant complètement habillé, le jeune homme descend le couloir vers la salle à manger du manoir. En ouvrant la porte du hall, le protagoniste trouve sa famille réunie pour le dîner spécial. Son père, Holt, note que cela fait 6 mois qu'ils ne se sont pas vus et l'invite à s'asseoir. Avec un sourire, le jeune homme accepte et se dirige vers sa place à la grande table à manger. Le patriarche annonce qu'Allen Academy met en place un département d'arts martiaux et qu'il y a déjà été inscrit. L'homme l'encourage, reconnaissant la difficulté, mais exprimant sa foi dans le potentiel de son fils à réussir l'examen. Le protagoniste offre ses remerciements tandis que sa sœur, Julia, mange calmement à ses côtés. Le jeune homme pense qu'il doit devenir plus fort pour protéger ce qui est important, mais sans attirer l'attention inutile. Regardant sa main, il réfléchit à la façon dont il va équilibrer son pouvoir sans causer de problème. Sa sœur lève alors la main, déclarant qu'elle veut aussi fréquenter l'académie de magie d'Alan avec lui. Son père dit qu'elle est trop jeune, mais la jeune fille rétorque que la classe d'élite n'a pas de restriction d'âge. La jeune femme révèle alors qu'elle a déjà reçu une offre de l'académie pour la classe d'élite et présente la lettre. Intrigué, l'homme prend la lettre pour confirmer si l'affirmation de sa fille est vraie. Il félicite la jeune fille, remarquant que sa réputation de prodige a atteint la renommée Allen Academy. La sœur de notre protagoniste rayonne de joie, tandis que Jérémy regarde avec une jalousie intense. Le blond se demande pourquoi Lucas reçoit un traitement spécial et comment cela affectera sa propre position. À ce moment, une main gantée de violet repose sur son épaule, tentant d'apaiser sa colère et son envie. La femme lui dit de rester calme, et le jeune homme est légèrement surpris par cette attention inattendue. Avec un regard serein, elle lui conseille de ne pas se soucier de la situation de notre héros. Voici Jessica Ryan, la mère de Jérémy, qui ajoute qu'il n'y a aucune garantie que Lucas réussira l'examen. Un sourire malicieux se dessine sur ses lèvres, suggérant qu'elle complote quelque chose contre le protagoniste. Une semaine plus tard, le jour de leur départ arrive, et la famille se rassemble à la porte pour se dire au revoir. La mère de Lucas et Julia leur dit de prendre soin d'eux, promettant de leur rendre visite avec leur pudding préféré. Elle leur donne ensuite à chacun une pièce d'or, leur rappelant de ne pas oublier leur porte-bonheur. La pièce appartient à la dynastie Buon, qui a unifié le monde il y a environ 10 000 ans. Leur père explique que la pièce représente le premier empereur, Mars, sur le devant et son arme sur le dos. Le protagoniste reconnaît immédiatement le visage de Mars comme l'esprit musclé qu'il avait béni. Ses parents l'exhortent à garder la pièce sur lui à tout moment comme un charme porte-bonheur. Le jeune homme se sent incroyablement chanceux d'avoir eu une famille merveilleuse dans sa vie passée et dans celle-ci. Sur ce, les deux frères et sœurs font leurs adieux à leur famille et se lancent dans leur voyage vers l'académie. Quelques heures plus tard, le cocher annonce que le soleil se couche et qu'ils vont camper pour la nuit. La nuit tombe et une pleine lune illumine la clairière où le groupe a décidé de passer la nuit en toute sécurité. Le cocher, Fordan, déclare que s'ils partent tôt, ils arriveront à Daku, l'emplacement de l'académie, le lendemain. Julia s'enthousiasme à cette nouvelle et demande s'il y a quelque chose d'intéressant à faire dans la ville de Daku. Fordan répond que la ville est réputée pour son tournoi annuel de bal aux prisonniers magiques qui a lieu au printemps. Il mentionne également que la région est un paradis pour les gourmets, offrant de nombreuses cuisines locales délicieuses. La bouche de la jeune fille commence à saliver, et son frère la taquine, soulignant qu'elle bave même. Soudain, le protagoniste sent quelque chose d'anormal dans l'air, et son expression devient sérieuse et alerte. Ses sens aiguisés détectent 12 chevaux et 13 individus approchant à grande vitesse. Le jeune homme demande alors à Fordon si cette zone est connue pour avoir des bandits. Il croit que sa technique a aiguisé ses sens et est certain qu'il n'imagine pas des choses. Le protagoniste réalise alors qu'il doit être prudent car ils sont en infériorité numérique dans la forêt. Sur ce, il prévient qu'un groupe mystérieux approche rapidement, et que tout le monde doit se préparer. Fordham et les autres sont confus, incapables d'entendre quoi que ce soit au-delà des sons ambiants de la forêt. Malgré l'incertitude, l'un des gardes se prépare au combat, tirant son épée avec une prise ferme. Fordham crie alors à ses hommes de s'armer et de se préparer à la bataille imminente. Le cocher n'est pas sûr de la source des informations du jeune homme, mais préfère être prudent plutôt que désolé. À ce moment, un groupe de bandits à cheval surgit des bois, chargeant vers eux à grande vitesse. L'un des gardes est stupéfait, incapable de croire que les bandits sont réellement apparus comme le jeune homme l'avait prédit. Le chef des bandits se réjouit de trouver plus de proies, tandis qu'un de ses hommes félicite le chef d'avoir raison. Un autre remarque que la petite fille rapportera un bon prix, et que le garçon sera populaire auprès de certains clients. Fordham les affronte,
exigeant de savoir s'ils ont la moindre idée des conséquences de s'en prendre à la noblesse. Le chef des bandits ne s'en soucie pas et ordonne à ses hommes d'éliminer tout le monde sauf les deux jeunes. Alors que les ennemis avancent, l'un des gardes crie qu'il couvrira Fortin pendant le combat. Un bandit avec un sourire cruel lève son épée, se préparant à abattre les gardes de la famille. Un instant plus tard, les épées s'entrechoquent, le son de l'acier résonnant dans la forêt sombre et silencieuse. L'un des gardes montés parvient à empaler un bandit avec une lance et une frappe nette. Voyant son homme tomber, l'expression du chef des bandits se transforme en une rage pure. Fordon démontre également son habileté, son épée se tachant après avoir abattu plusieurs ennemis. Avec un regard déterminé, il se tourne vers Julia et lui dit de lui laisser le reste. Il charge alors sur les bandits restants de toutes ses forces, faisant preuve d'une immense bravoure dans la mêlée. Fordon exhorte le jeune maître à emmener Julia et à fuir aussi vite que possible pour assurer leur sécurité. Soudain, le protagoniste entend un cri de douleur, et son expression s'assombrit instantanément. L'un des bandits libère de la magie du feu, incinérant les gardes de la famille avec une puissante boule de feu. Le chef des bandits se révèle être un mage, et Fordon est horrifié de voir la magie du feu en action. Le cocher crie alors aux deux jeunes de courir dans la forêt pendant qu'il crée une diversion. Mais dans un moment d'imprudence, Fordon est frappé par un coup décisif, et un liquide cramoisi jaillit. Voyant son ami blessé, notre protagoniste crie le nom de Fordon dans un désespoir total. Entouré de bandits, le cocher blessé s'agenouille sur le sol, sa force pour combattre complètement disparue. Le chef des bandits le menace alors, jurant de le brûler pour avoir éliminé son camarade. Même blessé, Fordon se relève, jurant de protéger les jeunes maîtres même si cela lui coûte la vie. Lucas sait que Fordon est surpassé et décide qu'il ne peut plus dissimuler son véritable pouvoir s'il veut le protéger. Il se souvient de la gentillesse du cocher et réalise qu'il est devenu comme un membre de sa famille. Avec un poing serré, le jeune homme dit à sa sœur de se cacher car la situation est devenue bien trop dangereuse. Il déclare alors avec un regard déterminé qu'il se joint à la bataille pour aider son ami, Fordon. La jeune fille hoche la tête en signe de compréhension, suppliant son frère d'être extrêmement prudent pendant le combat. Sur ce, le protagoniste se précipite vers le champ de bataille pour sauver son ami. Pendant ce temps, Fordon est attaqué par plusieurs bandits à la fois et crie de douleur. Complètement épuisé et blessé, le cocher s'effondre à genoux, incapable de se battre plus longtemps. Le chef des bandits lève alors son épée, se préparant à porter le coup final à l'infortuné. Fordon lève les yeux avec une expression de désespoir, acceptant que sa fin soit enfin arrivée. Mais avant que le coup final n'atteigne sa cible, une ombre mystérieuse intervient, bloquant l'attaque et sauvant le cocher. Les bandits sont stupéfaits par cette interruption, se demandant ce qui vient d'apparaître devant eux. Ensuite, des projectiles de lumière dorée traversent l'air, frappant les bandits avec une précision mortelle. Chaque tir atteint les ennemis en plein dans leurs points vitaux, les abattant instantanément. Avec cela, les hommes de main restants sont vaincus en un éclair par ces mystérieuses attaques basées sur la lumière. La caméra révèle ensuite la main de notre protagoniste brillant d'une énergie dorée radieuse. Il remarque que l'entraînement était une bonne idée car il est incroyablement facile de s'occuper des bandits faibles. Le chef des bandits se met en rage en voyant ses hommes vaincus et exige de savoir qui est responsable. Avec de la sueur dégoulinant de son visage, il réalise que tous ses compagnons ont été abattus en un instant. Il lève alors son bâton magique, décidant de déchaîner toute sa fureur sur le pauvre cocher. Avec cela, une énorme boule de feu est lancée vers Fordon, dans le but de l'achever une fois pour toutes. Sans force pour s'échapper, le cocher accepte son sort, trouvant la paix dans la connaissance que les jeunes survivront. Un sourire sur son visage, il remercie les cieux pour l'opportunité d'avoir protégé les deux. Mais notre héros se matérialise devant Fordon, tendant une main pour intercepter la boule de feu. Il saute ensuite et, d'un mouvement rapide de sa main, rediriger l'attaque loin dans la distance. Fortin est sans voix, et les larmes aux yeux, il n'arrive pas à croire ce dont il vient d'être témoin. D'une voix tremblante, il appelle le jeune maître, incapable de comprendre comment il a réussi un tel exploit. Le chef des bandits est également perplexe, se demandant comment sa boule de feu a simplement été annulée. Malgré cela, il n'abandonne pas et se prépare à lancer un autre sort contre notre héros. Mais le protagoniste, l'œil brillant, déclare avec assurance que le bandit est déjà fini. En un clin d'œil, le protagoniste se précipite en avant, assénant un coup de poing lumineux au chef des bandits. Le coup est si puissant que l'homme est envoyé voler, et une onde de choc se propage dans la zone. Fordon est consterné par la scène, demandant au jeune maître comment il a pu faire cela. Avec un sourire victorieux, le jeune homme répond qu'il semble avoir un don naturel pour les arts martiaux. Le cocher se met à pleurer d'émotion, témoin de la force incroyable que le jeune maître a acquise. Soudain, il sent quelque chose d'étrange, et tous deux deviennent attentifs à une nouvelle menace. Au milieu de la fumée et de la poussière, une présence sombre et sinistre commence à prendre forme. Une créature squelettique avec des griffes acérées et une aura violette émerge des cendres du bandit. Son crâne grotesque et ses yeux brillants révèlent qu'il s'agit d'une créature de pure malveillance. Avec un rugissement horrible, le monstre montre ses dents acérées et se prépare à frapper. La créature hurle qu'elle va les détruire tous les deux, les regardant avec des yeux pleins de haine et de fureur.
Le monstre répète sa menace, se préparant à lancer un assaut mortel contre eux. Notre protagoniste reste en état d'alerte maximale, réalisant qu'il doit s'occuper de cette créature le plus rapidement possible. Il décide qu'il ne peut pas permettre à Julia de voir le monstre et doit l'éliminer seul. La créature se lance alors avec ses griffes acérées, essayant de réduire le jeune homme en lambeaux. Mais le jeune homme est plus rapide, esquivant habilement le coup en sautant par-dessus la créature. Il descend ensuite avec un puissant coup de poing de lumière visant directement la tête du monstre. Le protagoniste regarde le coup atteindre sa cible, espérant que ce soit suffisant pour vaincre la créature. Sa main brillant d'une énergie violette, il se prépare à une éventuelle contre-attaque. Mais soudain, une vague d'énergie rouge foncée déferle sur lui avec une force immense. D'un seul coup, des chaînes sombres jaillissent du sol, piégeant les corps des bandits tombés. La créature absorbe ensuite les cadavres, se transformant en un monstre encore plus grotesque et puissant. Sur son front, un symbole violet représentant un serpent brille intensément, révélant la source de son pouvoir. Notre protagoniste se demande alors si ce symbole est ce qui contrôle les morts vivants. Le monstre se lèche les lèvres avec une langue violette, se préparant à déchaîner toute sa puissance sur le jeune homme. Avec de nombreux bras et jambes, la créature se précipite bizarrement vers notre héros. Le jeune homme en conclut que si ses attaques standards sont inefficaces, il doit recourir à une nouvelle technique. Concentrant son énergie dans ses mains, il déclenche une rapide volée de frappes de base de lumière contre le monstre. L'attaque frappe directement le symbole sur le front de la créature, provoquant une brillante explosion de lumière. Le protagoniste se prépare à utiliser l'une de ses techniques les plus puissantes pour en finir avec le monstre une fois pour toutes. Avec la paume explosive de l'aura, il frappe le symbole avec toute sa puissance accumulée. Le coup est si immense qu'un faisceau massif de lumière dorée perce complètement la créature. Le symbole violet est touché de plein fouet et commence à se fracturer sous la force de l'attaque. Un instant plus tard, la marque se brise en 1000 morceaux et le monstre commence à se désintégrer. La créature vaincue, le jeune homme regarde sa silhouette se dissoudre en cendres dans le vent. Épuisé après l'intense bataille, le protagoniste s'assoit sur le sol pour reprendre des forces. Il pousse un soupir de soulagement, reconnaissant d'avoir pu vaincre le monstre et protéger tout le monde. Sa sœur Julia se précipite alors à ses côtés pour vérifier s'il va bien après le combat difficile. Elle saute dans ses bras, le félicitant d'avoir vaincu tous les bandits tout seul. Fordon, qui avait tout regardé de loin, est complètement stupéfait, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Soudain, le protagoniste sent une autre présence approcher et regarde vers la forêt en état d'alerte. Un cheval hennit, et le jeune homme réalise que leur groupe n'était pas le seul à avoir été attaqué par les bandits. Une jeune femme aux cheveux blancs apparaît à cheval, son visage empreint de désespoir. Elle est ligotée et bâillonnée, et notre héros est décontenancé de la voir dans un tel état. Dans une chambre sombre, nous voyons de nombreux corps suspendus la tête en bas, leur apparence effroyable. Une créature avec des crocs acérés lèche avidement le liquide rouge qui en dégouline. C'est la même femme que sur l'autel, et elle découvre que le sujet numéro 44 a été éliminé par quelqu'un. Elle décide que restaurer son pouvoir est la priorité absolue et entre dans une piscine sombre et mystérieuse. La nuit avance, et une lune décroissante brille du ciel étoilé sur le camp du groupe. De retour au camp, Julia apprend que la jeune fille aux cheveux blancs s'appelle May Arasta. Lucas trouve le nom familier mais ne se souvient pas où il a pu l'entendre auparavant. La jeune femme secourue remarque que son nom de famille lui semble également familier. Fortin explique alors que les deux familles sont des maisons nobles résidant près de la ville de Daku. Julia se demande alors comment la jeune fille a fini par être attaquée par ces bandits dans la forêt. Les larmes aux yeux, la jeune femme commence à raconter les événements tragiques qui l'ont conduite là. Elle se souvient du rire du chef des bandits alors qu'il agressait brutalement sa calèche. Ses gardes ont été submergés un par les flammes du mage bandit sans pouvoir se défendre. Sa dame de compagnie a essayé de la protéger mais a été capturée et emmenée par les bandits à cheval. La jeune fille aux cheveux blancs se souvient du désespoir de son ami au milieu de l'enfer. Elle explique qu'il était inutile de révéler son statut noble, car les bandits étaient totalement indifférents. Elle précise que le seul objectif des bandits était d'enlever des enfants de familles nobles de la région. Notre protagoniste la réconforte ensuite, la rassurant que tout est fini maintenant qu'ils ont été maîtrisés. Il se perd dans ses pensées, essayant de comprendre ce qui se passe réellement dans la région. Fordan s'approche pour les informer que les deux jeunes femmes se sont retirées pour se reposer après cette nuit tumultueuse. Le jeune homme demande ensuite au cocher ce qu'il pense de l'histoire de la jeune fille sauvée. Fordan pense qu'ils ont affaire à des professionnels qui ciblent les enfants nobles depuis un certain temps. Le jeune homme songe que des bandits maniant la magie et le pouvoir de contrôler les morts sont très inhabituels. L'expression du cocher devient grave alors qu'il considère les implications des événements de cette nuit. Il conclut qu'un démon terrifiant doit orchestrer tout cela, contrôlant ses marionnettes depuis l'ombre. Fordan déclare qu'il rapportera tout au maître et que la coopération de la famille Rasta sera inestimable. Le protagoniste suggère alors qu'ils modifient leur plan pour éviter d'autres ennuis durant leur voyage. Le jour suivant, le groupe arrive dans la ville de Daku, mais leur plan de séjour est immédiatement annulé. Le jeune homme explique que certains bandits pourraient encore être dans la ville, rendant plus sûr de se rendre directement à l'académie.
Il demande à sa sœur et à leur nouvel ami de comprendre que cette précaution est pour la sécurité de tous. La jeune femme aux cheveux blancs est d'accord avec la décision de notre héros d'éviter des risques supplémentaires. Avec le changement de plan, la sœur du protagoniste affiche une expression de pure déception. Avec un doux sourire, il promet que sur le chemin du retour, il lui offrira tout ce qu'elle voudra manger. Le moral de la jeune fille remonte à cette promesse, et la jeune femme sauvée sourit, observant le lien étroit des frères et sœurs. Fordon annonce leur entrée dans la ville et demande s'ils aimeraient regarder par la fenêtre. Les deux frères et sœurs sortent alors la tête de la calèche pour avoir une vue de Daku. Les deux frères et sœurs sont captivés par la beauté et l'échelle de la ville de Daku. La ville est animée avec des gens qui déambulent dans les rues et des marchands qui colportent leurs marchandises. Nous voyons un père portant son fils sur ses épaules alors qu'il se promène dans la ville animée. La jeune femme aux cheveux blancs sourit, commentant à quel point l'endroit est vibrant et énergique. Lucas et Julia profitent de l'occasion pour discuter et profiter de l'instant avec leur nouvel ami. Le protagoniste pense que l'atmosphère de la ville lui rappelle fortement sa vie passée. L'architecture en bois et les rues pavées confèrent à la ville un charme unique et spécial. Soudain, une poupée de clown bizarre effraie les deux filles qui poussent un cri de peur. Mais notre héros achète rapidement un assortiment de bonbons et de pâtisseries pour apaiser leurs nerfs et remonter le moral de tout le monde. La jeune femme aux cheveux blancs offre un beignet à Julia, qui le mange avec grand plaisir. Avec un sourire satisfait, le jeune homme regarde les deux filles profiter joyeusement de leurs friandises. La calèche poursuit ensuite son voyage à travers les rues de la ville, se dirigeant vers l'académie de magie. Fordon s'arrête devant une porte massive, les informant que c'est aussi loin qu'il peut les emmener. Le protagoniste le rassure, promettant de protéger sa sœur Julia de tout mal. La jeune fille l'embrasse alors, déclarant qu'elle le protégera également de toutes ses forces et de sa magie. Avec un sourire, le jeune homme caresse la tête de sa sœur, disant qu'il compte sur elle. Fordon est ému par la scène, réalisant la profondeur de l'amour et du dévouement des frères et sœurs l'un envers l'autre. La jeune femme sauvée trouve curieux qu'il permette à sa jeune sœur de le protéger de cette manière. Le cocher leur fait alors ses adieux, les regardant partir tous les trois vers l'académie. La jeune fille aux cheveux blancs pense à leur gentillesse et montre l'académie juste devant. Le protagoniste sourit, pensant à sa chance d'avoir rencontré ces deux personnes sur son chemin. La jeune fille aux cheveux blancs est également heureuse, rougissant en pensant à tout ce qu'ils ont fait pour elle. Soudain, le jeune homme se souvient de quelque chose, et Ford se matérialise à côté de lui pour clarifier la situation. Le cocher révèle que la jeune femme, Maya, était autrefois la fiancée de notre protagoniste lorsqu'ils étaient enfants. Cependant, après le rituel divin, les fiançailles ont été dissoutes parce qu'il manquait de talent magique. L'Académie de magie Allen est l'une des 3 écoles les plus prestigieuses de l'Empire Karmana située à Daku. Les nouveaux étudiants passent un examen un an après leur inscription pour être affectés à divers départements. Il existe également des exceptions pour les étudiants extraordinaires qui peuvent obtenir leur diplôme plus tôt que leur père. Tout étudiant qui réussit l'examen de certification peut obtenir son diplôme sans terminer les 6 années complètes. Les deux frères et sœurs observent ensuite les autres étudiants se préparant à l'examen d'admission. Julia ressent une pointe de tristesse, souhaitant pouvoir passer l'examen aux côtés de son amie nouvellement faite. Le jeune homme explique qu'elle a déjà terminé son examen et qu'elle est maintenant en sécurité avec sa famille. Il l'encourage à se concentrer sur leur propre examen, promettant qu'ils peuvent se voir tous les jours s'ils réussissent tous. La beauté de Julia attire l'attention, et les gens se demandent à voix haute si elle est également là pour l'examen. Il commente qu'elle ne semble pas avoir plus de 12 ans et que son frère est également très beau. L'un des jeunes hommes remarque avec envie qu'il aimerait avoir une petite sœur aussi adorable. Soudain, une femme aux cheveux violets s'approche, attirant l'attention de la petite Julia. Elle se présente comme Mina, la vice-présidente du conseil étudiant de l'Académie de magie Allen. Avec un sourire, la femme demande si la petite fille s'est faufilée pour suivre son frère aîné. Julia le nie fermement, déclarant fièrement qu'elle est là pour passer l'examen d'admission avec lui. La femme se demande si cela pourrait être la même fille qui a reçu l'offre pour la classe d'élite. Avec un sourire entendu, elle réalise que la jeune fille est en effet un prodige et qu'elle fera une excellente élève. Elle s'agenouille alors, demandant si elle est Julia de la famille noble Ryan estimée de la région. Surprise, la jeune fille demande comment elle a si facilement su son nom et celui de sa famille. Mina l'invite à la zone d'inscription, ignorant complètement notre protagoniste. La petite Julia prend alors la parole, soulignant que son frère doit également s'inscrire à l'examen d'admission. Mina est embarrassée, réalisant qu'elle avait complètement oublié notre héros qui se tenait juste là. Le jeune homme commence alors à se moquer des mages, remarquant que venir dans une académie de magie est totalement ridicule. Il pense que les mages se croient supérieurs, mais pour lui, ils ne sont rien de plus que des insectes insignifiants. Les losards comme Jérémie et ce monstre bizarre ne font pas le poids face à sa puissance écrasante. Le jeune homme grommelle qu'il ne fait que perdre son temps ici à cause des bonnes intentions de ses parents. Le membre du conseil étudiant se rend compte qu'il parlait à voix haute et devient perturbé par la situation. Mina s'excuse pour l'oubli et l'appelle par son nom pour confirmer son identité. Lucas réalise alors qu'il est devenu le centre d'attention et essaie de masquer son irritation. Mina les invite à l'accompagner, offrant de leur montrer la salle d'examen.
Le protagoniste est heureux de remarquer qu'elle est l'une des rares à ne pas le regarder avec préjugés. Le groupe arrive bientôt dans une vaste salle où une grande foule d'étudiants est déjà rassemblée pour l'examen. En utilisant la magie, Mina distribue des emblèmes et demande à chacun de s'inscrire auprès d'un membre du conseil. Elle explique que le numéro d'examen se trouve sur l'emblème, qui doit être porté tout au long du test. L'examen se compose de 3 parties mesurant le potentiel magique, testant la compatibilité élémentaire et évaluant la puissance destructrice. Notre protagoniste demande si le processus est identique pour le département des arts martiaux. Le jeune homme murmure, pensant qu'ils étaient trop paresseux pour concevoir un test spécialisé. Sur ce, il fait craquer ses doigts, se préparant à montrer à tous la vraie puissance d'un artiste martial. Il est résolu à démontrer la puissance des arts martiaux et à briser leurs idées préconçues. Un instructeur annonce le début du test, demandant aux étudiants de placer leurs mains sur l'orbe magique. Quand c'est au tour de notre héros, l'instructeur le regarde avec un air de pur dédain et de mépris. L'homme est stupéfait par le résultat, le déclarant comme un phénomène millénaire. Le potentiel magique du jeune homme est nul, et la salle éclate en ridicule. Il laisse échapper un soupir méfiant, pensant qu'il revit la même épreuve que dans son enfance. Ensuite, une fille aux cheveux violets pose sa main sur la sphère de lumière pour mesurer son potentiel. Les autres étudiants allaitent tandis qu'une lumière violette émane de la sphère magique. La couleur violette signifie un potentiel de 7 sur 10, la désignant comme une étudiante de première classe. Notre protagoniste ne comprend pas l'excitation. Pour lui, ce n'est rien de particulièrement spécial. Il crie ensuite à sa sœur, l'encourageant à ne pas se retenir et à montrer à tous sa vraie puissance. La fille serre la sphère à 2 mains, se concentrant pour libérer son énergie. La sphère commence à briller d'une lumière dorée intensément brillante, aveuglant toutes les personnes présentes. Un faisceau de lumière dorée monte jusqu'au plafond de la salle, laissant tout le monde impressionné par l'étalage de puissance. Les autres étudiants sont incrédules, incapables d'accepter ce dont ils sont témoins. Un numéro 10 se matérialise dans la lumière, indiquant que la jeune fille possède le potentiel magique maximal absolu. Tout le monde est fasciné par le talent de la jeune fille, la saluant comme un prodige parmi les prodiges. Après le test, la fille sourit, satisfaite de son résultat, et regarde son frère avec fierté. Elle se précipite vers lui, lui demandant si elle a été incroyable pendant le test de potentiel. Le jeune homme la félicite, disant qu'un jour, avec son talent, elle deviendra une grande archimage. 2 étudiants envieux commencent à se moquer de notre protagoniste, mais sont rapidement réduits au silence par un ami. Le protagoniste se dit que tout se déroule comme prévu, et que ça ne vaut pas la peine de commencer une bagarre. Il réalise que tant que le talent de Julia brille de 1000 feux, il peut profiter d'une vie scolaire paisible. Tout son travail acharné pour améliorer le talent de sa sœur porte enfin ses fruits. Il avait utilisé la capacité de consécration du mage pour amplifier le potentiel magique de la fille. L'instructeur annonce le 2e test, et les étudiants se dirigent tous vers la cabine des esprits. Ils entrent dans une grande salle avec un plafond de verre qui baigne tout l'espace de lumière. Main dans la main, les 2 frères et sœurs se dirigent vers l'endroit où se déroulera la prochaine phase de l'examen. La zone de test de compatibilité est une grande salle comportant plusieurs piliers bleus en son centre. De nombreux esprits élémentaires voltigent dans la salle, présentant une grande diversité de pouvoirs magiques. Les autres étudiants sont émerveillés par la variété des esprits présents dans la pièce. Au moment où la petite Julia entre dans la salle, tous les esprits commencent à affluer et à tourner autour d'elle. Avec un sourire, la fille interagit avec les esprits qui semblent réellement apprécier sa présence. Un des étudiants se plaint de ne pas avoir réussi à attirer un seul esprit ailé. Notre protagoniste sourit en sachant que sa sœur possède une compatibilité maximale avec tous les éléments. Il se dit que sa capacité spéciale augmente en toute sécurité et efficacement le potentiel de la fille. L'instructeur annonce le score de Julia, 9,6, le plus élevé de tous les étudiants. Avec ce résultat, la fille se retrouve entourée de regards d'admiration et d'envie. D'autres étudiants la félicitent et demandent à être son amie, mais elle est submergée par l'attention soudaine. Elle court alors se cramponner à son frère, cherchant réconfort et protection dans ses bras. Le protagoniste la réconforte, lui demandant ce qui s'est passé pour qu'elle ait si peur soudainement. La fille explique que les regards de tout le monde lui font peur, et elle se cache derrière lui. Le jeune homme explique qu'en tant que génie, elle devra s'habituer à recevoir une telle attention désormais. Il lui conseille de ne pas s'inquiéter des autres et de s'habituer progressivement au projecteur. La jeune fille sourit alors, déclarant qu'elle doit devenir plus forte pour pouvoir protéger son frère aîné. Le protagoniste réalise qu'il doit travailler à renforcer le mental de sa sœur pour l'avenir. Pendant ce temps, 2 étudiants discutent de la performance étonnante de la petite Julia à l'examen. L'un d'eux remarque que son frère est inutile, notant que son score de compatibilité était nul. Ils se souviennent que lorsque notre héros est entré dans la salle, tous les esprits s'étaient enfuis de lui. Les esprits avaient semblé ressentir un profond sentiment de dégoût et de répulsion en présence du jeune homme pour une raison inconnue. Un des étudiants mentionne également un étrange incident qui s'est produit après le 2e test. Il raconte avoir vu un des bras des esprits du feu se déchirer, un événement qui l'a presque fait mourir de peur. Son ami le rejette, disant que les esprits sont minuscules,
et qu'il a dû avoir des visions. Notre protagoniste surprend leur conversation et devient pensif à propos de ce dont ils discutent. Il n'arrive pas à croire qu'il y ait eu un témoin de ce qui s'était passé pendant le deuxième test de l'examen. Le jeune homme se souvient que les esprits du feu étaient particulièrement méchants avec lui en raison de leur lien avec le dieu du feu. Alors que le test se terminait et qu'il était sur le point de partir, il avait offert un petit avertissement aux esprits. Le protagoniste se souvient qu'un des esprits du feu lui avait craché du feu directement dessus avec colère. Il se dit à quel point il est enfantin de garder rancune pour quelque chose qui s'est passé il y a si longtemps. Le jeune homme ramasse alors un petit caillou sur le sol, le serrant fermement dans sa main. D'un mouvement rapide, il lance la pierre sur l'esprit, le touchant de plein fouet et le faisant tomber. Le jeune homme déclare qu'un simple serviteur du dieu du feu n'a pas le droit d'agir de manière supérieure à lui. Prenant la main de sa sœur, il l'invite à se joindre à lui pour le test final de l'examen d'admission. La fille dit que tout ira bien tant qu'il n'utilisera pas toute sa force dans le test. Avec un sourire rassurant, il lui dit qu'il a l'intention de la laisser le protéger. Comme toujours, le site du test de puissance destructrice est une grande arène parsemée de nombreux mannequins en métal. Les mannequins sont fabriqués à partir d'un métal spécial et brillant conçu pour résister aux attaques des étudiants. Les deux frères et sœurs se dirigent ensuite vers l'arène pour la dernière étape de l'examen d'admission. Un groupe d'étudiants envieux se plaint que la fille génie leur a volé la première place. L'un d'eux crie qu'il est impossible qu'un enfant puisse casser un des mannequins en métal. Ils expliquent que les mannequins sont forgés à partir d'un métal spécial et renforcés par un enchantement de défense. Le protagoniste étudie les mannequins, notant qu'ils semblent assez durables et difficiles à casser. Il pense que c'est une occasion parfaite de tester ses capacités de niveau 6 sur les cibles. Le jeune homme est excité par la chance d'utiliser un équipement de haute qualité aussi cher. Soudain, un étudiant le pousse de côté, essayant de couper la file d'attente pour l'examen. Une fille aux cheveux courts crie alors sur l'étudiant, lui ordonnant de retourner au bout de la ligne. Elle désigne une autre fille, déclarant que la règle est claire, les sans talents doivent aller au fond. Ses yeux brillent d'une lumière rouge intense, montrant la puissance qu'elle détient. L'autre fille est intimidée par son regard et l'aura menaçante qu'elle dégage. Avec son cœur brillant, la jeune femme aux cheveux foncés se prépare à démontrer sa force. Elle se positionne devant notre protagoniste et sa sœur avec une expression sérieuse et provocante. Avec un soupir dédaigneux, elle regarde la fille qui avait essayé de couper la file d'attente de l'examen d'admission. Julia et son frère regardent la scène se dérouler, ne sachant pas à quoi s'attendre de cette mystérieuse fille. La jeune femme aux cheveux foncés demande si elle est Julia, la fille qui a obtenu un 9,6 au test. Ses yeux brillent d'une intensité effrayante alors qu'elle regarde la petite Julia avec mépris. Effrayée, la petite fille se cache derrière son frère, appelant son nom d'une voix tremblante et effrayée. Elle dit au protagoniste que la fille devant eux est extrêmement effrayante et intimidante. Le jeune homme se tourne alors vers la jeune fille aux cheveux foncés, lui demandant qui elle est et ce qu'elle veut. Elle se présente comme Ewa Miranda, petite fille du puissant et influent duc Miranda. Le protagoniste reconnaît les armoiries de la famille Miranda, les désignant comme l'une des 3 grandes familles de l'Empire. La mère de notre héros, Catherine, était également issue de la famille Miranda, une lignée de mages légendaires. Cela signifie que la jeune Ewa est la fille du jeune frère de sa mère, ce qui fait d'eux des cousins. La jeune fille est confuse, se demandant de quoi il parle car elle n'a jamais entendu parler de lui. Le jeune homme précise alors qu'ils sont cousins et lui demande de ne pas le regarder de cette façon. Ewa devient furieuse, n'ayant jamais été informée de l'existence d'un cousin, et le traite de personne grossière et arrogante. Elle jure qu'elle va l'humilier devant tout le monde, ses yeux flambant d'une puissance malveillante. La jeune femme se prépare alors à frapper notre protagoniste avec un sort puissant et destructeur. Ewa lance un sort de contrôle mental ordonnant au jeune homme de se déshabiller pour une humiliation publique. Mais le protagoniste offre simplement un sourire moqueur car le sort n'a absolument aucun effet sur lui. La jeune fille aux cheveux foncés est complètement choquée de voir que sa magie n'a pas fonctionné comme prévu. Le jeune homme la nargue alors, remettant en question la qualité de l'éducation fournie par la noble famille Miranda. Ewa ne peut pas comprendre comment son sort signature n'a pas réussi à contrôler le jeune homme aux cheveux foncés. Le protagoniste la provoque davantage, déclarant que sa faible magie est inutile contre un artiste martial. À ce moment-là, l'instructeur appelle le nom de notre héros pour le prochain test de l'examen. Avant de partir, il désigne sa sœur, l'avertissant de ne pas trop se montrer pendant son test. Ewa tourne alors son attention vers Julia, jurant de lui voler la première place au test de puissance. Un écran magique affiche le classement des élèves avec Julia fermement en première place. Le jeune homme note que sa cousine est en deuxième place et a effectivement déclaré la guerre à sa sœur. Il pense que pour le bien d'une vie scolaire paisible, il ne peut pas la laisser prendre la première place à Julia. Sur ce, il offre un bonbon à sa sœur pour s'assurer qu'elle réussit bien au test à venir. La jeune fille mange le bonbon seulement pour grimacer de dégoût à cause de son goût amer et désagréable. Le jeune homme lui donne une tape ferme dans le dos pour l'aider à avaler la pilule qu'il lui a donnée. La jeune fille se plaint qu'il l'ait trompée car ce n'était pas un bonbon mais une sorte de médicament. Il s'excuse, expliquant que c'est une potion magique spéciale fabriquée à partir d'ingrédients très rares. L'instructeur appelle le nom de notre protagoniste une fois de plus,
et il se précipite vers le site du test. Le jeune homme se dirige alors vers le mannequin en métal pour son test de puissance destructrice. L'instructeur ordonne au numéro 5 de frapper le mannequin de toutes ses forces pour évaluation. Le jeune homme informe l'instructeur qu'il ne peut pas utiliser la magie, une déclaration qui le déconcerte. Il demande alors s'il peut simplement frapper le mannequin pour terminer le test de puissance. Avec un sourire confiant, il se prépare à démontrer la puissance de ses arts martiaux. Les autres étudiants commencent à se moquer, disant qu'il finira par se casser la main au test. Julia devient furieuse en entendant les commentaires malveillants sur son frère et se prépare à intervenir. Elle pense que si son frère ne lui avait pas dit de bien se tenir, elle leur aurait déjà donné une leçon. Iwa demande si son frère ne peut vraiment pas utiliser la magie, intriguée par la situation. Elle se souvient que sa magie mentale n'a eu aucun effet sur lui et a du mal à le croire. La sœur du protagoniste défend fièrement son frère, le déclarant une personne incroyable. Mais la jeune femme aux cheveux foncés est sceptique, soupçonnant qu'elle est trompée par son frère aîné. Soudain, un énorme fracas traverse l'arène, et tout le monde se tourne vers l'écran sous le choc. La cousine de notre protagoniste est stupéfaite par ce qui s'est passé pendant le test du jeune homme. Un des étudiants a demandé ce qui venait de se passer, mais personne ne peut comprendre la scène. Le jeune homme avait demandé s'il pouvait donner un seul coup, et l'instructeur avait accepté. L'homme avait dit qu'il se fichait de la méthode d'attaque tant qu'il l'effectuait. Avec un regard déterminé, notre héros se prépare à révéler son véritable pouvoir à tous. Il explique que ses capacités augmentent de façon exponentielle tous les 3 niveaux de puissance. Avec sa puissance maintenant au niveau 6, il se prépare à utiliser l'une de ses techniques les plus puissantes. Le jeune homme tape fort du pied sur le sol, concentrant toute son énergie pour une attaque dévastatrice. Ses yeux brillent, il se précipite à une vitesse fulgurante vers le mannequin en métal. Avec un coup de poing lui en flamme dorée, il frappe carrément le mannequin en métal devant lui. Le mannequin émet un cercle rouge indiquant que le coup a été enregistré avec succès. L'impact est si immense que le mannequin est envoyé voler, s'écrasant contre le mur de l'arène. Un grand nuage de poussière s'élève, et toute l'arène tremble sous la force de l'attaque. Alors que la poussière retombe, le mannequin en métal se révèle complètement détruit, avec un trou béant dans la poitrine. Notre protagoniste se tourne alors pour faire face à la foule avec une expression de pure confiance. A été choquée, réalisant que son attaque était aussi rapide que la magie du vent de haut niveau. Elle note également que le mannequin avait brillé en or, un signe de puissance d'attaque dévastatrice. La jeune femme aux cheveux foncés réalise qu'elle est la seule à avoir saisi la véritable force du jeune homme. L'instructeur le félicite, notant que c'est la première fois en une décennie qu'un mannequin est brisé. Le jeune homme sourit et offre ses remerciements alors que sa sœur célèbre son succès au test de puissance. Avec un sourire victorieux, la jeune fille fait un signe de paix à son frère, célébrant son triomphe. Le protagoniste pense qu'il a réussi à éviter un 0 et à dissimuler sa véritable force, grâce à ceux qui l'ont sous-estimé. Avec le temps, les élèves ont cessé de prêter attention à la puissance destructrice du jeune homme. Tout le monde était bien plus captivé par le talent rare et étonnant de la petite mais puissante Julia. La jeune fille se concentre alors, commençant à rassembler une quantité massive d'énergie magique autour d'elle. Des arcs d'éclairs violets sortent de ses mains et son bâton brille avec une intensité effrayante. Un cercle magique violet se forme sur le sol alors qu'elle se prépare à déclencher son attaque la plus puissante. Ses cheveux flottant autour d'elle, elle crie le nom du sort et libère un barrage d'éclairs rouges. Les éclairs rouges tombent du ciel avec une force dévastatrice, frappant le mannequin de métal. Le mannequin émet un bip rouge, indiquant que l'attaque était un éclair rouge, le deuxième type le plus puissant. Les autres étudiants sont impressionnés par la puissance de la fille, la louant comme une élève d'honneur. Mais après l'attaque, Julia s'effondre au sol, et d'autres se demandent si elle a été choquée par son propre sort. La jeune fille est confuse, ne comprenant pas comment elle a soudainement réussi à manier une telle puissance. L'instructeur annonce un score de 9,5, et le mannequin crépite avec quelques étincelles rouges. La jeune fille dit à son frère qu'elle a été surprise lorsque l'éclair rouge est apparu de nulle part. Elle explique qu'auparavant, elle ne pouvait produire que des éclairs violets, même à pleine puissance. Le jeune homme se gratte le nez, feignant l'ignorance quant à sa soudaine augmentation de puissance. Il se dit que la potion qu'il lui a donnée amplifie temporairement son pouvoir magique. Dans ce monde, les mages et les artistes martiaux ont leur propre technique pour fabriquer des potions spéciales. Alors que les mages préparent des potions, les artistes martiaux utilisent leur pouvoir pour affiner les élixirs. Les élixirs peuvent être directement absorbés par le corps, alors que les potions nécessitent un support pour être consommées. Peu d'artistes martiaux peuvent créer l'élixir de l'essence du mage, qui est ce qui a amélioré la puissance de Julia. En effet, la technique de raffinage de l'élixir doit être de niveau 6 pour être efficace. Actuellement, seul notre protagoniste et le ministre des Arts martiaux sont capables de créer cet élixir. Le jeune homme pense que si sa capacité était découverte, il aurait un problème majeur entre les mains. Le soleil brille de mille feux sur l'académie alors que les étudiants attendent les résultats finaux des examens. Deux petits oiseaux gazouillent sur une branche d'arbre, soulignant la tranquillité du moment. Julia se plaint de l'attente, et son frère lui dit d'être patiente car ils pourront bientôt se reposer.
Soudain, une voix appelle les deux frères et sœurs, et ils se tournent pour voir qui parle. C'est Mina du conseil étudiant qui fait signe aux deux frères et sœurs avec un sourire. Le jeune homme demande ce qu'elle fait là, et la femme s'approche d'eux calmement. Elle explique qu'elle est là pour afficher les affectations de classe et les félicite pour leur performance. Julia est ravie d'apprendre qu'elle s'est classée première dans la classe d'élite de l'académie. Notre protagoniste la félicite, disant qu'il compte sur elle pour leur avenir à l'école. Mina demande si la jeune fille a déjà choisi un département à rejoindre pour la prochaine année scolaire. Elle explique que l'académie a 5 départements spéciaux, terre, feu, vent, eau et une division spéciale. Julia considère ses attributs et la bénédiction du dieu du vent, décidant de rejoindre ce département. Le membre du conseil étudiant s'enthousiasme, disant qu'elle se réjouit de la voir dans le département du vent. Le jeune homme pense qu'elle travaille déjà dur pour recruter de nouveaux talents pour son département. Mina propose ensuite d'escorter la jeune fille au dortoir des filles, et elle fait ses adieux à son frère. Notre héros lui dit au revoir et décide de se diriger vers son propre département d'arts martiaux. Les autres étudiants remarquent que Julia, comme prévu, a pris la première place. L'écran magique affiche les résultats finaux, faisant ressembler tous les autres étudiants de première année à de simples personnages de fond. Ewa est furieuse de sa perte et jure qu'un jour, elle sera la première de la classe quoi qu'il arrive. Notre protagoniste n'est pas surpris par la faible priorité accordée à son département d'arts martiaux. Il arrive au dortoir et trouve un bâtiment décrépit qui semble tomber en ruine. Avec un sourire, il se dit qu'au moins l'endroit sera calme, lui permettant la vie scolaire paisible qu'il désire. Soudain, un jeune homme aux cheveux blancs apparaît, le saluant avec un sourire enthousiaste. Il se présente comme Kai Toroa, exprimant sa joie de rencontrer son nouveau camarade de département. Kai complimente sa force lors du test, mais Lucas, tout en remplissant un formulaire, la considère comme de la simple chance. Un membre du personnel du dortoir lui remet ensuite une clé de chambre, l'informant qu'elle se trouve au 2e étage du bâtiment. Le jeune homme aux cheveux blancs est ravi qu'il partage une chambre, et notre héros est d'accord. Sur ce, les deux descendent un couloir sale et négligé à la recherche de la chambre 205. En arrivant à la porte, il réalise que quelqu'un d'autre est à l'intérieur et l'ouvre pour enquêter. Il trouve 2 autres jeunes hommes dans la pièce, ce qui surprend le nouveau compagnon du protagoniste. L'un se présente comme Collins et l'autre comme Sharp, déclarant qu'ils seront leurs nouveaux colocataires. Le jeune homme aux cheveux blancs est complètement choqué par la situation et commence à transpirer froid. La caméra révèle ensuite l'état déplorable de la pièce, avec des meubles anciens et des murs fortement moisis. Kai est dégoûté par la saleté, exigeant de savoir quel genre de pièce infernale et crasseuse c'est. Avec répulsion, il se couvre le visage, déclarant que la pièce est pire qu'une porcherie. Soudain, il est effrayé par une araignée et demande si Lucas a sérieusement l'intention de rester dans un endroit aussi sale. Les autres colocataires supposent qu'il est un garçon riche et gâté avec une peur des germes. Sur ce, Kai sort une pièce d'or brillante de sa poche, la tenant fermement dans sa main. Les 2 autres jeunes hommes regardent la pièce avec des expressions de pure avidité et de détermination. Kai offre la pièce à quiconque nettoie la pièce, et Lucas est choqué de le voir jeter nonchalamment un mois de salaire. Pendant que les autres nettoient, le protagoniste se dit qu'il n'a jamais été averti qu'il vivrait dans une décharge. Son colocataire essaie de le réconforter, insistant sur le fait que les choses vont s'améliorer, mais notre héros reste très sceptique. Le jeune homme aux cheveux blancs continue ses plaintes, comparant la pièce à une cellule de prison. Lucas lui conseille d'être prudent car le conseil étudiant pourrait prendre des mesures s'il entend ses plaintes. Après beaucoup de travail, le bâtiment du dortoir semble enfin un peu plus respectable de l'extérieur. La pièce est maintenant d'une propreté étincelante, laissant les 2 jeunes hommes très satisfaits du résultat. Avec un sourire, Kai remet la récompense, déclarant qu'en tant que colocataire, il les protégera tous. Les 2 autres sont émerveillés par la récompense, et notre protagoniste tient également sa pièce. Le jeune homme pense que même si son colocataire est arrogant, sa générosité le rend difficile à ne pas aimer. Juste à ce moment-là, le membre du personnel du dortoir frappe à la porte, annonçant qu'il est là pour livrer leurs uniformes de l'académie. Il les informe que la cérémonie d'entrée est sur le point de commencer et qu'ils doivent se changer. Kai est consterné par l'uniforme en lambeaux, se plaignant qu'il aura l'air d'un mendiant s'il le porte. Lucas mentionne ensuite que l'école a un système de demande d'amélioration du traitement des élèves. Il ajoute qu'il pourrait même être en mesure de demander un nouvel uniforme non endommagé. En entendant cela, Kai saute avec excitation par la fenêtre pour se rendre dans le hall, et le protagoniste le trouve incroyablement naïf. La scène se coupe ensuite sur le hall principal de l'académie, qui présente une grande statue d'une sorcière à l'avant. Maintenant dans son uniforme, notre héros marche avec confiance vers la salle de cérémonie. Son expression déterminée montre qu'il est prêt à affronter tout ce que l'académie lui réserve. Il entre ensuite dans l'immense salle, qui est déjà remplie d'étudiants pour la cérémonie d'entrée. Ses colocataires trouvent la salle luxueuse, mais Kai affirme que sa propre maison est encore plus impressionnante. Le protagoniste scrute la foule à la recherche de sa sœur, et Kai pointe vers l'avant, expliquant que l'élite s'assoit là. Julia est assise à l'avant, portant le magnifique uniforme blanc et or de la classe d'élite.
Son camarade de chambre l'informe alors que les sièges de leur département sont situés tout au fond de la salle. Avec un sourire, Lucas dit que cela ne le dérange pas, remarquant que l'uniforme d'élite va parfaitement à Julia. Les autres étudiants de leur département se plaignent des sièges éloignés, se sentant discriminés. Une fille assise à côté du protagoniste semble également ennuyée par la situation, observant tout en silence. Soudain, les bougies de la salle s'allument d'une flamme dorée magique, captant l'attention de tous. Suite à cela, une fleur de lotus massive faite de feu se matérialise au centre de la salle dans une démonstration éblouissante de puissance. Une main a ensuite saisi une petite fleur de feu, démontrant une maîtrise impressionnante de la magie. Flottant dans les airs, un jeune homme déclare que le nouvel étudiant devrait se sentir honoré de sa présence. Il se présente ensuite comme le président du conseil étudiant et un futur grand mage. Son nom est Théodore Folomol, et il annonce qu'il va maintenant expliquer le système de points de l'académie. Les autres étudiantes sont complètement captivées par lui, commentant son aura puissante. Elles le saluent comme un génie pour être un mage de niveau 6 alors que le protagoniste observe simplement. Théodore commence son discours en expliquant que le système de points est le fondement de tout à l'académie. Il déclare que toute ressource, des livres rares aux bêtes magiques, peut être acquise en utilisant ces points. Cependant, les points gagnés grâce au travail ordinaire sont minimes, rapportant au plus 5 par heure. Pour cette raison, il explique qu'il est plus efficace de gagner des points en participant à des événements départementaux. Notre héros comprend alors pourquoi Mina était si amicale avec eux avant la cérémonie d'entrée. Le président révèle que sa position au conseil lui accorde un revenu mensuel allant jusqu'à 500 points. Enfin, il mentionne une dernière méthode pour acquérir des points, mais une méthode qui implique un certain degré de risque. Avec un sourire sinistre et des yeux violets brillants, il révèle que la dernière méthode est la chasse aux monstres. Il explique que derrière l'école se trouve une chaîne de montagnes grouillant de bêtes magiques prêtes à être chassées. Le protagoniste serre alors le poing, son intérêt piqué par la chaîne de montagnes de bêtes magiques. Le protagoniste sourit, pensant que cet endroit est un terrain d'entraînement parfaitement adapté pour lui. Quelques heures plus tard, la nuit est tombée, et nous voyons le dortoir de l'extérieur, baigné par le clair de lune. À l'intérieur de la pièce, le camarade de chambre de notre héros dort profondément dans son lit. Un encens de tranquillité brûle lentement, garantissant que tout le monde reste dans un profond sommeil. Sur ce, le jeune homme se faufile hors du dortoir, se préparant à se diriger vers la chaîne de montagnes de bêtes magiques. Il se souvient que le bâtiment des arts martiaux est situé à l'arrière du campus, très proche de sa destination. Bientôt, le jeune homme arrive à un mur massif, sachant que la chaîne de montagnes se trouve juste au-delà. Il s'accroupit alors, rassemblant ses forces pour un saut impressionnant. En un clin d'œil, l'artiste martial s'envole au-dessus du mur avec une agilité incroyable. Le jeune homme franchit le mur, atterrissant doucement dans la forêt de l'autre côté du campus. Dès qu'il atterrit, il est attaqué par plusieurs créatures obscures qui attaquent sans avertissement, mais notre héros esquive habilement et saute pour attaquer une grenouille violette géante avec un coup de pied puissant. La créature est déconcertée par la vitesse et la force du jeune artiste martial. Avec une frappe précise, il brise la corne du monstre avec toute sa force concentrée. L'impact est si puissant que la corne de la créature se brise, provoquant une grande explosion. Jetée au sol, la grenouille géante est immobilisée, vaincue par notre protagoniste. Sur ce, le jeune homme retire la corne de la créature, qu'il peut échanger contre des points à l'académie. Il regarde ensuite la grenouille géante noire à cornes gisant immobile sur le sol sombre de la forêt. Le jeune homme explique que les cornes sont venimeuses et très précieuses pour la fabrication de potions magiques. Il a besoin de points pour acquérir les livres légendaires que le dieu martial a utilisés dans ses batailles. Il scrute la chaîne de montagnes, réalisant qu'il doit rapidement localiser les emplacements des monstres. Sur ce, le jeune homme active l'une de ses capacités, et son œil commence à briller d'une lumière dorée. Des faisceaux d'énergie dorée rayonnent à travers la forêt, scannant toute la zone à la recherche de créatures. Sa capacité localise bientôt un monstre avec une gueule baveuse massive pleine de dents acérées. La créature est un rat géant de niveau 1 avec des yeux rouges et un dos couvert d'épines acérées. Sans perdre un instant, notre protagoniste se précipite en avant, frappant la créature avec un puissant coup de main. Avec un regard froid, le jeune homme dit simplement à la créature d'aller dormir, la vainquant instantanément. Immédiatement après, une chauve-souris de niveau 2 l'attaque, mais il la met hors d'état de nuire avec un seul coup de poing décisif. Il affronte ensuite la panthère magique de niveau 3, mettant en valeur ses prouesses de combat exceptionnelles. Une série d'explosions secoue la forêt alors que le jeune homme vainc chaque monstre qu'il rencontre. Avec un sourire, il célèbre avoir amassé une richesse de matériaux à la fois pour ses élixirs et pour des points. Portant un sac massif, il remarque que la forêt est devenue étrangement silencieuse à son goût. Le jeune homme touche alors le sol, notant l'absence presque totale de toute trace d'autres bêtes magiques. Il se demande si cela indique la présence d'une créature très puissante vivant à proximité dans la région. Pour confirmer sa suspicion, le jeune homme s'assoit et utilise sa perception pour sentir l'énergie environnante. Sa capacité le guide sur un chemin étrange au milieu de la forêt sombre et tranquille. Le chemin le mène à l'entrée d'une grotte sombre d'où émane une énergie puissante. De l'intérieur de l'obscurité,
un loup géant aux yeux violets brillants grogne sur notre héros. Mais le protagoniste est imperturbable avec un sourire confiant. Il déclare qu'il a enfin trouvé sa cible. La créature l'attaque à distance, mais il esquive, réalisant qu'elle l'a senti à 1 kilomètre de distance. De l'entrée de la grotte, une fumée bleuâtre commence à s'échapper, signalant la présence de la créature. Un loup géant à la fourrure blanche et aux pattes rouges émerge de la grotte, confrontant notre protagoniste. C'est un loup de feu et de glace de niveau 6, et il grogne sur le jeune homme avec ses yeux violets brillants. Le jeune homme comprend maintenant pourquoi la créature est si territoriale et sourit en se préparant au combat. Sans peur, notre héros avance vers le loup géant pour commencer la bataille immédiatement. Avec un sourire excité, il invite la créature à danser et rade pour la première frappe. Il assène ensuite un coup de poing puissant sur la patte du loup, mais la créature semble ne rien ressentir du tout. Le loup contre-attaque avec un souffle de glace de sa gueule visant directement notre protagoniste, mais le jeune homme forme un bouclier de glace avec sa main, se protégeant avec succès de l'attaque de la créature. La créature est étonnée de voir sa propre capacité retournée contre elle par le jeune homme. Saisissant l'opportunité, le jeune homme assène un coup de poing infusé de glace sur l'œil du loup géant. Il utilise ensuite son autre main pour frapper la tête de la créature avec une série de coups glacés. Le loup frappe alors avec sa queue, mais notre héros parvient à bloquer l'attaque avec ses bras. Le jeune homme se lamente de ne pas s'être entraîné plus dur, car il aurait pu arracher la jambe de la créature avec ce coup. Il met alors le loup au défi de se relever, lui demandant s'il est déjà fatigué de la bataille. Blessé, le loup géant se relève, se préparant à utiliser son autre élément dans le combat. Il ouvre alors sa gueule et lance une puissante boule de feu vers notre protagoniste. Le jeune homme esquive l'attaque, et la boule de feu s'écrase sur l'entrée de la grotte, provoquant une explosion. Ensuite, la créature lance un flux continu de feu sur le jeune artiste martial. L'assaut ardent illumine toute la forêt, forçant notre protagoniste à esquiver rapidement. Le loup devient complètement rougeoyant, se préparant à une attaque dévastatrice. Avec un hurlement, la créature déchaîne toute la puissance de son feu sur notre protagoniste. Mais le jeune homme parvient à réduire la distance et à lutter avec le loup, endurant les flammes brûlantes. La créature est surprise par le courage du jeune homme, incapable de comprendre comment il peut résister à la chaleur intense. Son poing brillant d'une énergie dorée, l'artiste martial prépare une contre-attaque. Il assène ensuite un puissant coup de poing sur le menton du loup avec toute sa force concentrée. Le coup est si puissant que la mâchoire de la créature est endommagée par l'impact. Dans la foulée, le protagoniste lance une déflagration d'énergie dorée pour conclure la bataille. Le loup est touché de plein fouet et projeté contre la paroi de la grotte par la force de l'attaque. Allongé sur le sol, le jeune homme est impressionné par la maîtrise de la créature sur le feu et la glace. La créature semble vaincue, gémissant de douleur sur le sol, sans force pour se relever. Dans son œil, un symbole yin-yang se matérialise, reflétant sa double nature de feu et de glace. Les yeux brillants, le jeune homme remarque qu'il s'agit d'une bête magique incroyablement rare. Il saisit ensuite le loup par le cou, démontrant qu'il a désormais le contrôle total de la situation. La créature semble se soumettre, mais exhale toujours une faible aura de feu et de glace de sa gueule. Notre protagoniste révèle alors que lui aussi peut contrôler les deux éléments opposés. Sur ce, ils libèrent tous les deux une déflagration simultanée de feu et de glace l'un sur l'autre. Le choc des éléments crée un énorme nuage de vapeur, et le jeune homme se demande ce qui se passe. Au milieu de la fumée, une lame d'énergie dorée jaillit vers le loup géant. La créature parvient à éviter l'attaque, grimpant sur la paroi de la grotte pour échapper au coup. Blessé, le loup géant s'enfuit désespérément à travers la grotte, essayant d'échapper à la bataille. Mais le protagoniste le poursuit, déclarant qu'il ne le laissera s'échapper en aucun cas. Il tend alors la main pour saisir la queue du loup, l'empêchant de fuir. Sur ce, le jeune homme attrape la créature et la jette avec force contre la paroi de la grotte. Le loup touche le sol avec un bruit sourd, et notre héros se prépare à son prochain mouvement. Le jeune homme pense que combattre une bête magique géante est très amusant, et cela vaut sûrement beaucoup de points. Soudain, il remarque que la créature s'est relevée et se prépare à une nouvelle confrontation. Le loup se roule alors en boule de poil et se précipite vers le jeune homme à toute vitesse. Mais notre héros parvient à esquiver l'attaque, et le loup s'écrase contre la paroi de la grotte. La créature se retourne alors et déclenche une énorme déflagration de feu dans une tentative de frapper le jeune homme. Notre protagoniste parvient à éviter l'attaque, réalisant que le loup utilise maintenant du feu de l'ombre. La créature l'attaque alors avec du feu de l'ombre d'un côté et de la glace de l'autre dans un assaut combiné. Mais le jeune homme esquive et descend avec un puissant coup de poing, dans l'intention de mettre fin à la bataille une fois pour toutes. Il canalise alors toute son énergie dans un seul coup de poing, se préparant pour le coup final. Sur ce, une explosion massive de lumière dorée se produit, et le sol de la grotte commence à trembler violemment. La créature mord alors fort, et le jeune homme se demande si c'est vraiment sa fin. Il décide qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser son dernier recours pour survivre. Soudain, le loup attaque avec ses pattes rouges géantes, essayant de l'écraser d'un seul coup. L'expression de notre protagoniste devient sérieuse alors qu'il se prépare à déchaîner l'une de ses techniques les plus puissantes. Sur ce, le loup géant charge vers lui pour l'affrontement final entre les deux.
Le loup révèle alors 2 noyaux magiques, un de feu et un de glace, à notre protagoniste. Le jeune homme se demande si c'est un noyau de bête et est émerveillé par la vue. Il se souvient que certaines bêtes naissent avec un noyau qui abrite toute leur puissance magique. Le jeune homme réalise alors que si son sang touche le noyau, la créature deviendra son fidèle serviteur. Avec un sourire confiant, l'artiste martial accepte l'offre de la créature, en faisant son subordonné. Il pense que c'est une aubaine inattendue, notant que même les mages ne possèdent pas une bête de niveau 6. Cependant, il reste méfiant du comportement du loup, car les bêtes puissantes ne se soumettraient jamais volontairement à un humain. Sur ce, le jeune homme se coupe le doigt, laissant son sang couler sur les 2 noyaux magiques. Le sang se répand alors sur les noyaux, et une lumière intense commence à illuminer la grotte. Le loup avale alors les 2 noyaux et s'agenouille devant son nouveau maître en signe de respect. Ensuite, les noyaux fusionnent le corps de la créature, et elle commence à se transformer. Le protagoniste entend alors une voix dans son esprit, réalisant que c'est le loup qui s'adresse à lui en tant que maître. Le jeune homme est confus, incapable de comprendre comment il peut entendre les pensées de la créature. Il réalise qu'il peut maintenant comprendre ce que dit la créature et est déconcerté. L'artiste martial nomme alors le tout, et le loup accepte joyeusement son nouveau nom. Le jeune homme se demande si le territoire du loup lui appartient maintenant et s'il pourrait y avoir des trésors cachés. Avec un regard intelligent, la créature semble percevoir les pensées de son nouveau maître. Le loup le pousse alors avec son museau comme pour acquiescer à son idée. Il lui fait ensuite signe de le suivre, indiquant qu'il lui montrera où sont cachés ses trésors. Il le conduit alors à travers la grotte sombre vers sa cachette secrète de trésors. Alors qu'il le guide à travers la grotte, le jeune homme remarque une odeur étrange émanant de certaines chauves-souris au plafond. Le protagoniste se couvre alors le nez pour bloquer la pleine odeur qui imprègne l'air de la grotte. Ils arrivent au trésor d'Ul, qui contient des os de singe et même des pierres précieuses rares. À la vue d'une telle vaste collection de trésors, la mâchoire du jeune homme se décroche, pensant qu'il a trouvé le paradis. Mais il l'informe que ce n'est pas son vrai trésor et lui fait signe de voir ce qui compte vraiment. Le loup révèle alors une collection de noyaux de bêtes de niveau 3 et même 2 de niveau 6. La créature explique qu'elle a consommé tous les noyaux d'eau et de feu qu'elle a pu trouver pour devenir plus forte. Le jeune homme réalise qu'il a vaincu 2 adversaires aussi puissants que lui et est profondément impressionné. Pour le récompenser, l'artiste martial lui offre un élixir, que le loup consomme avec grand plaisir. Après avoir mangé l'élixir, la créature est remplie d'une énergie dorée et semble se sentir beaucoup mieux. Le jeune homme explique qu'il s'agit d'une potion de guérison et ordonne à Ul de se rétablir et de garder le trésor pour lui. Sur ce, la créature accepte sa première mission, déclarant fièrement de tout lui laisser. Le protagoniste se prépare ensuite à son prochain mouvement avec son nouvel allié puissant à ses côtés. Un sourire confiant sur le visage, le jeune homme semble comploter quelque chose pour son avenir à l'académie. La scène se coupe ensuite sur le bâtiment de la salle de classe de l'académie le matin du jour suivant. Le jeune homme entre dans la salle de classe et prend sa place pour la première leçon de la journée. Il bâille en mentionnant qu'il est resté debout toute la nuit mais qu'il n'est pas fatigué grâce à l'encens de sommeil. Le jeune homme se plaint qu'elle n'a pas arrêté de l'embêter pendant qu'il essayait de compter ses nouveaux trésors. Une horloge au mur commence alors à sonner, signalant que le cours est sur le point de commencer. Le tableau de la classe est montré tandis que les étudiants attendent l'arrivée du professeur. Les étudiants se demandent où est le professeur alors qu'il aurait dû les attendre dans la salle. Kai s'inquiète, pensant que l'administration a oublié d'assigner un professeur à leur classe. Soudain, ils entendent des pas, et un homme entre en titubant dans la salle, se balançant de gauche à droite. L'homme donne alors un coup de pied dans une bouteille d'alcool, se plaignant d'avoir trop bu la nuit précédente. Il claque ensuite son livre sur le bureau avec force, surprenant tous les étudiants dans la salle de classe. Notre protagoniste et son colocataire sont choqués par l'entrée théâtrale du nouveau professeur. L'homme se présente comme Sugar, déclarant qu'il est responsable du département des arts martiaux. Le jeune homme observe attentivement le professeur, sentant qu'il n'est pas un homme ordinaire. Shigar écrit ensuite son nom sur le tableau noir avec un morceau de craie blanche, sa main ferme. Avec un bâillement, il ramasse son livre, se préparant à commencer le premier cours de la journée. Le colocataire de notre héros est consterné par l'apparence du professeur et commence à transpirer nerveusement. Il n'arrive pas à croire que cet homme handicapé est leur professeur d'arts martiaux. Soudain, le professeur crie, et la force de sa voix projette les 2 jeunes hommes en arrière. Kai se frotte la tête, se demandant pourquoi le professeur a soudainement crié, et notre héros est tout aussi perdu. Mais le protagoniste reconnaît le mouvement rapide du professeur comme celui d'une personne très compétente. Il en conclut que Shigar doit être au moins un artiste martial de niveau 5 ou 6. Le professeur leur ordonne ensuite de ne pas parler sans sa permission et commence à faire l'appel. Il appelle Tissi, et la jeune fille lève la main, confirmant qu'elle est présente. Ensuite, il appelle notre protagoniste qui lève également la main et répond. Le professeur appelle ensuite Collins, et notre héros se souvient avoir déjà vu la jeune fille. Shigar annonce qu'il a oublié les manuels et désigne Tissi comme la représentante pour aller les chercher. La jeune fille est surprise par la nomination, se demandant s'il est sérieux. Le professeur confirme alors qu'il est bien sérieux, la regardant avec une expression déterminée.
Kai se lève en faisant valoir que le représentant devrait être choisi équitablement par le biais d'une compétition. Il se vante ensuite de sa famille et de ses compétences, se déclarant le candidat le plus qualifié pour le rôle. Mais avant qu'il ne puisse terminer, le professeur le frappe au front avec un morceau de craie. Ses doigts brillants, Shigote révèle que c'est lui qui a jeté la craie sur le jeune homme aux cheveux blancs. Il lui rappelle alors de ne pas parler sans permission et casse la craie avec force dans sa main. Le professeur envoie Tichi chercher les livres et ordonne à tous les autres d'étudier de manière indépendante. La jeune fille est ravie de cette opportunité, pensant qu'elle doit saisir cette chance de changer son destin. Kai se plaint de la douleur, traitant le professeur de crétin tandis que notre protagoniste l'observe. Notre héros soupçonne que le professeur a subi une blessure grave en se basant sur sa façon de se déplacer. Shigar le regarde fixement, et le protagoniste se demande à quel point il était fort avant sa blessure. Le jeune homme déclare alors qu'il ne s'est plaint de rien, et Kai le traite de lâche pour ne pas s'être exprimé. La scène se coupe quelques heures plus tard devant le réfectoire de l'Académie de magie. Les deux amis marchent ensemble, Kai se plaignant qu'ils n'ont eu que de l'auto-étude à cause de leur professeur. Soudain, la sœur du protagoniste apparaît, l'appelant avec un sourire excité. Le jeune homme tapote alors affectueusement la tête de sa sœur, lui demandant comment s'est passé son premier cours. Elle lui dit que son professeur, Linda, est incroyablement gentil et l'a même encouragé à devenir délégué de classe. La jeune fille demande ensuite si son frère a été choisi comme représentant de son département. Avec un sourire, notre protagoniste informe sa sœur qu'il n'a pas été choisi cette fois-ci. Le jeune homme invite ensuite tout le monde à déjeuner, et Julia est très excitée à la perspective de manger. À l'académie, les repas sont achetés avec des points, et le taux de change varie pour chaque département. La table du réfectoire est chargée de plats délicieux, y compris des gâteaux et autres sucreries pour tout le monde. Julia mange joyeusement en offrant une partie de sa nourriture à son frère, qui sourit à côté d'elle. Pendant ce temps, Kai affiche une expression de pur choc et de désespoir, incapable de croire ce qu'il voit. Il pleure en se plaignant que la classe d'élite a reçu 100 points pour une seule pièce, alors que n'en ont reçu que 10. Un membre du personnel crie alors sur un étudiant, lui disant de partir s'il a un problème avec les règles. La femme déclare que les étudiants sans talent doivent travailler dur, et Kai a l'impression que ses droits ont été supprimés. Avec un sourire, Julia offre une partie de sa nourriture à Kai, essayant de lui remonter le moral. Le jeune homme pleure d'émotion, lui disant qu'elle est très gentille, tandis que Lucas le trouve un peu trop dramatique. Alors que le groupe mange, quelqu'un s'approche par derrière avec des pas lents et silencieux. C'est Maya, la jeune fille aux cheveux blancs qu'ils ont sauvée, et elle les salue avec un sourire. Julia l'invite à manger, mais elle refuse poliment, disant qu'elle a déjà mangé, et leur offre des biscuits en remerciement. La petite fille est ravie des biscuits et remercie sa nouvelle amie pour ce délicieux cadeau. Notre héros essaie un des biscuits et complimente Maya, lui disant qu'elle est une excellente pâtissière. La jeune fille aux cheveux blancs devient timide et rougit au compliment de notre protagoniste. Kai s'approche alors, demandant un biscuit au jeune homme, qu'il partage avec son nouvel ami. Il se présente, et le protagoniste pense qu'il ne peut pas laisser Kai découvrir quel est son ex-fiancé. Sur ce, la jeune femme leur dit au revoir et s'en va tandis que Julia la regarde partir avec un sourire. Le protagoniste bâille, pensant que le réfectoire est un endroit terrible pour croiser des connaissances. Juste à ce moment-là, Mina du conseil étudiant s'approche, demandant s'ils apprécient leur nourriture. Elle se penche ensuite et murmure le nom du jeune homme, semblant un peu maladroite et timide. Soudain, Théodore, le président du conseil, flotte en utilisant la magie du feu, impressionnant tout le monde. Le jeune homme applaudit sarcastiquement, et notre héros pense qu'il est un grand exhibitionniste pour utiliser la magie à l'intérieur. Seul, Théodore boit une potion se plaignant qu'il a failli perdre le contrôle de sa magie de niveau 6. Le protagoniste mange une sucrerie, se souvenant qu'il avait surpris le président en train de marmonner après la cérémonie. À ce moment-là, le professeur Sugar passe devant leur table, renversant accidentellement une bouteille. Lucas remarque le mouvement et prête attention à ce que l'homme fait dans le réfectoire. Le maître sort ensuite du réfectoire en buvant toujours, et le jeune homme se demande où il se dirige. Les larmes aux yeux, le professeur continue de boire à sa bouteille, son expression étant celle d'une profonde tristesse. Il se dirige ensuite en titubant vers une tour d'horloge très haute et imposante. Trébuchant, l'homme tâtonne avec une porte, semblant avoir de grandes difficultés à l'ouvrir. Deux hommes l'observent, et l'un demande si Chagar est le dernier à arriver à la réunion une fois de plus. L'autre fait remarquer qu'on ne peut pas lui en vouloir après ce qui s'est passé, et son compagnon banalise la situation. À l'intérieur de la salle de réunion, le professeur s'étire et bâille, ayant l'air complètement épuisé. Une femme blonde le regarde fixement avec une expression sérieuse et désapprobatrice concernant son comportement. Elle ferme ensuite les yeux, semblant soupirer d'exaspération face à l'attitude de son collègue. Un homme plus âgé annonce que tout le monde est arrivé, et que la réunion peut enfin commencer. Il révèle ensuite que l'ordre du jour est le tournoi de dressage de bêtes magiques de l'académie. Le directeur explique que la capacité à dompter plusieurs bêtes est cruciale pour survivre dans l'Empire. Ainsi, le tournoi est une tradition annuelle, et plus de 2000 bêtes de niveau 1 ont été préparées.
Un homme en costume vert suggère ensuite que les étudiants en arts martiaux soient exclus du tournoi. Shigar frappe sa main sur la table, furieux de la suggestion partiale de l'autre professeur. Avec un regard furieux, le maître des arts martiaux s'oppose véhément à l'idée, défendant ses étudiants. La femme blonde est alors d'accord avec Shigar, déclarant que tous les étudiants doivent participer à l'événement. D'autres professeurs approuvent, affirmant que tous les étudiants doivent être traités avec égalité. L'homme en costume vert ne comprend pas pourquoi tout le monde se range du côté de Shigar et Linda. Il se demande s'il croit toujours que le professeur d'arts martiaux est une puissance de niveau 8. Néanmoins, il cède, déclarant que les étudiants en arts martiaux peuvent participer s'ils insistent. Le directeur déclare alors que la question est réglée. Le département des arts martiaux participera. Après la réunion, l'homme en costume vert quitte la pièce, suivi par d'autres professeurs. L'un d'eux demande à Linda si elle est certaine de sa décision de soutenir le maître Shigar. Ils reconnaissent que les arts martiaux nécessitent des combats, mais estiment que le tournoi est trop exigeant pour eux. Avec un sourire confiant, la femme blonde semble avoir un plan en tête pour les étudiants. Elle se souvient alors de quelque chose que quelqu'un lui a dit il y a longtemps et regarde par la fenêtre. La voix de Shigar résonne, disant qu'un lâche qui ne peut pas surmonter l'adversité n'a pas le droit de se qualifier d'artiste martial. De retour dans la salle de classe, le professeur annonce que le tournoi pour tous aura lieu dans 6 jours. Il les informe ensuite qu'après le cours, ils auront une séance d'entraînement pratique au combat à l'extérieur. Avec un regard déterminé, Shigar s'engage à faire en sorte que chacun de ses élèves puisse vaincre une bête. Kai se plaint que le tournoi ne sert qu'à sélectionner le représentant et que leur participation est inutile. L'un des élèves lui dit de se taire, et notre protagoniste pense qu'il provoque toujours le professeur. Le jeune homme considère l'entraînement au combat et décide qu'il doit faire attention à ne pas utiliser une force excessive. Dehors, les étudiants en arts martiaux ont déjà commencé à s'entraîner les uns avec les autres. L'une des étudiantes donne un coup de pied puissant sur un pilier en bois avec beaucoup de force et d'habileté. Avec une expression déterminée, Tichy démontre qu'elle est l'une des étudiantes les plus fortes du département. Notre protagoniste pense qu'ils sont tous assez habiles et pas mauvais du tout. Il se rend compte que le professeur a l'œil vif, car Tichy est la plus forte de la classe, juste après lui. Le jeune homme rejoint ensuite l'entraînement, battant son adversaire d'un coup rapide et précis. Après des heures d'entraînement, le professeur Shigar annonce que la session du jour est terminée. Kai s'effondre sur le sol, épuisé, célébrant la fin de l'entraînement. Ses autres colocataires disent qu'ils vont à la salle à manger et promettent de lui rapporter de la nourriture. Le jeune homme aux cheveux blancs explique qu'il a conclu un accord avec Collins pour gagner plus de points. L'un des colocataires est agacé de ne pas avoir été informé de l'accord, et Kai s'excuse. Notre protagoniste pense que Collins est intelligent de conclure des accords pour gagner de l'argent supplémentaire. Kai se lève alors et se vante de son intelligence auprès de notre héros à l'extérieur. Il dit au jeune homme qu'il devrait apprendre de lui, offrant la leçon gratuitement. Mais le protagoniste pose une main sur son épaule, sa prise ferme indiquant qu'il n'est pas intéressé par l'offre. Avec un sourire, il refuse l'offre, laissant Kai mal à l'aise face à la réponse de son ami. Le jeune homme aux cheveux blancs grommelle alors que le protagoniste n'a pas besoin de points à cause de sa sœur. La nuit tombe et un croissant de lune brille dans le ciel au-dessus de la chaîne de montagnes des bêtes magiques. Le protagoniste pense que Kai se trompe car il n'a pas besoin de sa sœur pour subvenir à ses besoins. Il essuie ensuite le coin de sa bouche, déclarant qu'il a toute la générosité de la nature à sa disposition. Avec son nouvel allié, Olé, à ses côtés, il se prépare pour une autre nuit de chasse et d'entraînement. Le jeune homme fait ensuite rôtir un gros morceau de viande sur un feu de camp pour lui et son nouveau compagnon. Il déplore de devoir ramener sa sœur à la maison car il pourrait utiliser ce temps pour plus d'entraînement. Le jeune homme se souvient des tentatives de Mina pour se rapprocher de sa sœur et décide qu'il ne peut pas baisser sa garde. Avec un regard déterminé, il jure que si elle a de mauvaises intentions, il lui fera regretter. Olé remue alors la queue, attirant l'attention de son maître sur la nourriture en train de rôtir. Le loup bave à l'odeur de la viande, attendant avec impatience son repas. Avec un sourire, notre héros offre la nourriture à son nouvel ami qui la mange avec beaucoup de joie. Le jeune homme se dit qu'avoir une bête apprivoisée n'est pas si mal après tout. Il dit ensuite à Olé qu'après avoir mangé, il l'aidera à s'entraîner mais promet de ne pas lui faire de mal. La nuit d'entraînement est intense, et Olé se rend vite compte que la promesse de son maître n'a pas été tenue. Pendant ce temps, au manoir de la famille Ryan, la nuit est calme et paisible sous le clair de lune. La mère de notre protagoniste, Catherine, est assise seule dans le jardin avec une expression de tristesse. Son mari, Holt, s'approche alors par derrière, la réconfortant en posant doucement une main sur son épaule. Il lui demande si elle pense aux enfants, et elle admet qu'elle ne peut rien lui cacher. Avec un sourire, l'homme dit que leurs cours doivent déjà avoir commencé à l'Académie Allen. Les larmes aux yeux, la femme semble profondément inquiète pour le bien-être de ses enfants. Holt propose de l'emmener rendre visite aux enfants, et la femme le remercie avec un sourire. Les larmes de joie aux yeux, elle est ravie à la perspective de retrouver bientôt ses enfants. La scène se déplace ensuite vers le domaine du comte Grindu, où une réunion secrète est en cours. Une femme pieds nus marche vers un groupe d'individus cagoulés et masqués.
Les membres du culte l'observent avec des sourires malveillants et des yeux rouges brillants. La femme aux cheveux verts salue alors Jessica, exprimant son plaisir qu'elle ait pu assister. Elle l'invite ensuite à s'asseoir et à se joindre au rassemblement secret du mystérieux culte. Enveloppée et masquée, Jessica, la mère de Jérémie, semble être impliquée avec le groupe malveillant. Le chef du culte présente sa dernière création, le rêve de Jade, une potion très puissante. Jessica prend alors une coupe de la boisson, se préparant à goûter la nouvelle concoction du culte. Le chef tranche alors son propre bras, permettant à son sang rouge de couler dans les coupes. Le liquide cramoisi se mélange à la boisson, et la femme semble tirer du plaisir de la douleur. Pour la touche finale, l'un des membres du culte ajoute un ingrédient mystérieux à la boisson. La femme ordonne alors à tout le monde de profiter de la boisson, et les membres du culte commencent à boire. Les pieds nus du chef touchent le sol alors qu'elle se prépare à commencer le jeu du jour. Elle déclare que le rêve de Jade est un miracle d'alchimie, et que le jeu va maintenant commencer. Jessica tient alors sa coupe, observant le liquide rouge avec une expression pensive. Le liquide dans la coupe se déplace tout seul comme s'il était vivant, et la femme se prépare à boire. Dans l'obscurité, une des femmes se demande comment une fille de 11 ans a pu vaincre le groupe Black Wind. La chef explique que Julia a hérité des talents combinés des familles Catherine et Miranda, d'où sa puissance. Avec un sourire sinistre, la chef de la secte remarque qu'un simple niveau 7 n'aurait pas dû pouvoir les vaincre. Elle mord ensuite la lèvre de Jessica, se demandant si les efforts de son fils finiront par porter leurs fruits. Avec un doigt sous son menton, la femme demande si elle désire réellement éliminer Catherine et sa fille pour devenir baronne. Jessica acquiesce, demandant ce qu'elle doit faire pour atteindre son but et obtenir le pouvoir. Avec un sourire satisfait, la chef de la secte se prépare à lui donner les instructions nécessaires. Elle active ensuite un sort avec ses doigts, et un cercle magique violet se matérialise sur le sol. Avec un regard sadique, la femme songe que le moment où un jeune bourgeon se fane est vraiment magnifique. De retour à l'académie, Tissy remarque qu'ils ont une autre séance d'entraînement au combat ce matin. D'autres élèves se plaignent que leurs corps sont endoloris, traitant le professeur Shigar de monstre, mais Tissy les encourage, affirmant que la douleur est nécessaire pour devenir plus fort et qu'ils doivent persévérer. Kai et notre protagoniste affirment qu'ils ne ressentent aucune douleur car leurs corps sont plus résistants. Le jeune homme aux cheveux blancs se vante alors d'être le plus fort de la classe d'arts martiaux. Mais notre héros sait que ce n'est que l'effet de l'encens de sommeil qu'il a utilisé la nuit précédente. Tichy les observe tous les quatre, pensant qu'il possède une endurance impressionnante pour supporter l'entraînement intense. Sur ce, Kai s'avance pour l'entraînement au combat, se préparant à se battre contre notre protagoniste. Il attaque avec un coup de poing, mais notre héros l'évite facilement, bloquant le coup avec sa main. Le jeune homme aux cheveux blancs est surpris par la défense de son ami et prépare sa prochaine attaque. Notre protagoniste contre-attaque ensuite avec une frappe à main ouverte, montrant son talent. Avec un poing serré, il se prépare à montrer à Kai la vraie force d'un artiste martial. Il déchaîne ensuite une rafale de coups de poing rapides et précis qui atterrissent directement sur Kai. Avec un sourire, Kai le complimente en admettant qu'il n'est pas mauvais du tout au corps à corps. Notre protagoniste répond qu'il n'est pas si mauvais non plus, lui rendant le compliment. De loin, quelqu'un regarde les élèves d'arts martiaux s'entraîner avec une attention particulière. Le jeune homme se tourne ensuite, sentant qu'il est observé par quelqu'un de l'autre côté de la cour. Il sent un regard fixe sur lui et se demande qui l'observe avec autant d'attention. Sous un arbre, un vieil homme aux longs cheveux blancs médite en silence. Notre héros se demande alors si c'est le vieil homme qui l'observe pendant l'entraînement. Kai voit le moment de distraction, assénant un solide coup de poing au visage de notre protagoniste. Le jeune homme le met ensuite à terre avec un coup de pied, et notre héros tombe au sol avec un bruit sourd. Wounded Kai se relève, disant à notre protagoniste de ne pas détourner le regard car le combat n'est pas terminé. Le jeune homme se lève ensuite, acceptant de continuer le combat jusqu'à ce que l'un d'eux émerge victorieux. Le vieil homme glousse et se lève pour partir après avoir observé l'entraînement des élèves. Une femme s'adresse à lui en tant que directeur Otoni, lui demandant s'il se dirige vers la bibliothèque de l'académie. Avec un sourire, le directeur dit qu'il va juste se promener, remarquant que le jeune homme qu'il a vu est fascinant. Il perçoit que notre protagoniste cache sa véritable force à tout le monde à l'académie. Le directeur déclare ensuite qu'il se souviendra du nom de Lucas, le considérant comme un jeune homme prometteur. Quelques heures plus tard, le cours se termine enfin et notre protagoniste marche dans le couloir de l'académie. Il se souvient que pendant la session de l'après-midi, le professeur Sugar leur a enseigné des techniques de message. Les autres élèves ont apprécié la leçon, et ses effets ont été si profonds que la fatigue musculaire de chacun a disparu. Sur ce, le jeune homme se prépare à se rendre sur un terrain d'entraînement secret pour continuer son voyage. Notre protagoniste décide d'acheter les matériaux dont il a besoin pour son terrain d'entraînement. Il se dirige vers la boutique de matériaux magiques de l'académie, qui vend des articles rares et exclusifs. Le jeune homme est impressionné par la taille de la boutique, la comparant à un centre commercial. Dans la boutique, tout est payé avec des points, et un mannequin d'entraînement de haute qualité coûte 30 points. Le jeune homme pense que la sélection est excellente, mais les prix sont exorbitants et il dépensera beaucoup. Il ne veut pas dépendre de sa sœur,
car il se sentirait coupable si elle perdait son argent de collation. Par conséquent, il décide de n'acheter que la potion magique et d'échanger ses matériaux contre des points plus tard. Au comptoir, une employée est endormie et notre héros essaie d'attirer son attention. La femme se réveille avec une expression irritée, se préparant à aider le nouveau client. Le jeune homme présente ensuite sa carte d'académie demandant à acheter la potion de bain magique. L'employé indique que le prix est de 5 points et se prépare à effectuer la transaction. La carte de notre héros brille d'une lumière violette et le chiffre 5 apparaît sur la sphère magique. La femme réalise alors qu'il est un étudiant en arts martiaux et le juge pour avoir dépensé ses points. Avec un sourire, le jeune homme la remercie pour l'achat et l'employé lui tend un sac de potions. Elle lui conseille de ne pas gaspiller ses points, mais il répond que cela ne suffira pas. L'employé s'agace, pensant qu'il est un noble gâté qui ne comprend pas la valeur de l'argent. Elle grommelle ensuite qu'elle déteste les nobles, et notre protagoniste quitte la boutique impassible. De retour dans son trou, le jeune homme se prépare à prendre son bain médicinal dans la grotte. Il entre ensuite dans la baignoire d'eau violette, se détendant après une longue journée d'entraînement et de cours. Avec un soupir de soulagement, le jeune homme semble savourer ce moment de repos. Il pense que même si l'effet médicinal ne diminue pas, c'est un gaspillage de simplement jeter l'eau du bain. Soudain, il entend un bruit et voit une paire d'yeux violets l'observer depuis l'obscurité. Une énorme gueule pleine de dents pointues apparaît alors, grognant sur notre protagoniste. Après son bain, le jeune homme décide de rassembler des matériaux à échanger contre des points à l'académie. Pour éviter d'attirer l'attention, il décide de ne vendre que des matériaux communs de niveau 2. Soudain, il entend un bruit et se tourne pour voir ce qui se passe dans la grotte. Il trouve Al en train de lécher avidement l'eau de son bain médicinal. Le jeune homme est choqué, exigeant de savoir ce que son serviteur fait avec l'eau de son bain. Notre héros et son serviteur se regardent en silence pendant un moment, aucun ne sachant quoi dire. Le jeune homme dit alors que ce n'est pas grave, concluant que l'eau renforcera également le corps du loup. Sur ce, le problème est résolu et notre héros se prépare pour sa mission. Il décide d'échanger les matériaux progressivement pour éviter d'attirer l'attention des autres. À la boutique de matériaux, l'employé propose de porter ses articles avec de la magie, mais il refuse. Le protagoniste pense qu'il est avantageux que l'employé suppose que sa famille lui a fourni les matériaux. Le jour suivant, le professeur Sugar s'irrite du manque de sérieux des élèves concernant le tournoi. Il hurle que s'ils ne veulent pas s'entraîner, ils peuvent abandonner et rentrer chez eux immédiatement. Le professeur commence alors à corriger la posture des élèves avec sa rigueur habituelle. Il critique le coup de poing faible de Kai, et le jeune homme se défend, affirmant qu'il a déjà vaincu ses camarades de classe. Avec un simple coup sec, le professeur met Kai à terre, et notre protagoniste note qu'il vise toujours les yeux. Le professeur demande ensuite aux 3 autres s'ils ont vraiment perdu contre quelqu'un d'aussi faible. Avec un soupir, le professeur se plaint que les nobles gâtés sont toujours un casse-tête. Il ordonne ensuite à Tichy de combattre Kai pour donner une leçon au jeune homme aux cheveux blancs. Les deux prennent leur position sur le terrain d'entraînement, se préparant à la confrontation imminente. Avec un sourire arrogant, Kai déclare qu'il prouvera qui est supérieur grâce à ses compétences. Tichy l'invite simplement à commencer le combat, son expression est calme et confiante. La jeune fille se jette ensuite en avant avec un coup de pied puissant qui soulève la poussière, démontrant sa force. En un clin d'œil, elle l'attaque avec une séquence de coups de pied rapides et précis. Avec un sourire méchant, Kai se prépare à contre-attaquer et à affirmer sa supériorité. Mais Tichy est plus rapide, le frappant au menton avec un coup de poing puissant qui le déséquilibre. Elle enchaîne avec un coup de coude au visage, mettant en valeur sa technique de combat. La jeune fille utilise ensuite une capacité d'eau, le frappant avec un jet d'eau sous pression. Kai est stupéfait par la capacité de la jeune fille, incapable de croire qu'elle peut utiliser la magie. Tichy saisit l'occasion, lui donnant un coup de pied puissant au visage de toutes ses forces. Le jeune homme aux cheveux blancs est étourdi par le coup et laisse échapper un rire nerveux. Il lui dit ensuite de ne pas le sous-estimer et se prépare à utiliser ses propres compétences, mais Tichy est plus rapide, le frappant à la poitrine avec un coup précis à paume ouverte. Le coup est si puissant que le jeune homme est envoyé voler, atterrissant lourdement sur le sol. Notre protagoniste comprend alors pourquoi le professeur a choisi Tichy comme représentante. Le professeur crie à tout le monde de prendre l'entraînement au sérieux pendant que notre héros observe la scène. Tichy s'approche ensuite de Kai, qui est toujours au sol, et lui demande s'il va bien après le combat. Le professeur note que Kai semble irrité et l'avertit que demain, tout le monde devra dompter une bête. Il menace d'expulser tous ceux qui échouent, et Kai est choqué par l'annonce soudaine. Le lendemain, le professeur leur ordonne de se battre de toute leur force jusqu'à la tombée de la nuit comme dernier exercice d'entraînement. Allongé sur le sol, Kai appelle notre protagoniste avec une expression de pur épuisement et de défaite. Le jeune homme lui conseille de corriger ses mauvaises habitudes et de se concentrer sur les faiblesses de son adversaire. Mais Kai dit que ce n'est pas ça. Il pense qu'il est tombé amoureux de Tichy après leur combat. Il révèle qu'il pense déjà au prénom de leurs enfants, et notre héros pense qu'il est masochiste. Le jour suivant, le tournoi commence dans une grande arène, et les étudiants sont appelés à entrer. Kai est rempli de crainte à la pensée des monstres, et notre protagoniste s'assoit à côté de lui.
Deux étudiants de la classe de magie se moquent d'eux pour être dans le même lieu de tournoi, mais le professeur leur ordonne de se taire et de mémoriser immédiatement les règles du tournoi. Notre héros est surpris de voir le professeur défendre les étudiants en arts martiaux. Avec un regard pensif, il réalise que son maître n'est pas aussi mauvais qu'il n'y paraissait au début. Le jeune homme dit ensuite à Kai d'imaginer que les bêtes sont leurs professeurs pour calmer ses nerfs. En entendant cela, Kai se réveille, disant que c'est une idée brillante pour se motiver pour la bataille à venir. Mais le professeur surprend leur conversation et les regarde avec une pure fureur et irritation. Notre protagoniste rappelle ensuite à Kai qu'une bête ne peut pas briser sa défense s'il reste concentré. Un homme apparaît sur un écran holographique et commence à expliquer les règles du tournoi. Il déclare que quiconque apprivoise 10 bêtes recevra un score parfait, et le délai est de 10 minutes. Julia annonce ensuite le début du tournoi, appelant le premier groupe de concurrents dans l'arène. L'arène est ensuite baignée d'une lumière rose, et Julia est transportée dans un espace clos par une barrière. Elle réalise qu'elle est dans un endroit différent et se demande comment autant de bêtes pourraient tenir à l'intérieur. Ensuite, la jeune fille se retrouve dans un espace sombre rempli d'yeux rouges qui la regardent. Plusieurs castors géants avec des dents pointues apparaissent, grognant avec colère contre la jeune fille. Son bâton à la main, Julia se prépare à affronter les créatures avec sa puissante magie. Elle lance ensuite un sort d'éclair violet, déclarant qu'elle a capturé les petites bêtes magiques. L'explosion d'éclairs frappe les créatures, les laissant paralysées sur le sol sombre de l'arène. L'homme à l'écran explique que lorsqu'une bête se soumet, une fumée violette est émise de son corps. Cela permet au professeur de surveiller les progrès de l'élève et d'attribuer les scores en conséquence. L'un des professeurs est choqué par la vitesse et l'efficacité de la petite Julia dans le tournoi. La jeune fille termine ensuite sa tâche, et un professeur la félicite alors que la prochaine paire se prépare. Son professeur, Linda, la félicite d'avoir terminé en seulement 3 minutes, et Julia la remercie joyeusement. La jeune fille demande ensuite l'emplacement du département des arts martiaux afin de pouvoir regarder son frère. Le professeur l'informe qu'ils sont programmés en dernier, et qu'il faudra un certain temps avant qu'ils ne concourent. En attendant, une femme mystérieuse observe l'activité dans l'arène avec un vif intérêt. Elle se demande si notre protagoniste réussira à répéter son exploit de la cérémonie d'entrée. 2 heures plus tard, l'un des étudiants se plaint qu'il n'a réussi qu'un seul point et craint d'être rétrogradé. Un autre étudiant le réconforte, soulignant qu'à part l'élite, tous les mages n'ont marqué qu'un seul point. Kai devient désespéré, se demandant s'ils pourront rester dans le département des arts martiaux. Mais notre protagoniste le calme, le rassurant qu'ils ne sont pas plus faibles que les classes de mages. Le professeur fait ensuite craquer ses jointures, déclarant qu'ils ont raison et ne devraient pas se sous-estimer. Il explique que personne n'a été blessé parce que les bêtes de niveau 1 sont incapables de blesser les humains. Avec cela, le maître affirme qu'en combat rapproché, ils sont plus forts que les mages de bas niveau. Les étudiants sont surpris par cet encouragement, et le professeur grommelle, agacé par la réaction du morveux. La représentante ici rapporte qu'elle a vérifié et confirme que personne n'a été blessé. Elle continue, déclarant que la plupart des mages sont épuisés d'avoir dépensé tout leur mana dans le test. Tissier révèle également que l'arène est équipée de barrières pour empêcher les étudiants d'être encerclés. Elle leur conseille ensuite de fuir s'ils ne peuvent pas gagner et de gérer leur endurance judicieusement. Les étudiants expriment leur gratitude et célèbrent l'astuce, et le maître pense qu'il a fait le bon choix pour le représentant. Soudain, un homme avec un sourire moqueur dit qu'il a entendu quelqu'un espionner sa classe. Le nouveau venu prend place, remarquant que sans talent, ils ne peuvent que recourir à des tours lâches. Chagar s'adresse à lui en l'appelant Greg, et l'homme déclare qu'il est venu les informer que leur département est le prochain. Avec un sourire sinistre, l'homme menace de fermer définitivement le département des arts martiaux. Le professeur d'arts martiaux reste silencieux, apparaissant profondément ébranlé par la menace. Greg continue d'affirmer que le département n'aurait jamais dû être créé en premier lieu. Sur ce, il se tourne et s'en va, riant pendant que le maître Shigar le regarde partir. Lucas se souvient des intimidateurs de sa vie passée et regarde l'homme avec haine. Le protagoniste se lève, déclarant qu'en tant que meilleur élève de sa classe, il ira en premier. Le professeur lui demande s'il est nerveux, lui proposant d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place. Avec un regard déterminé, notre héros refuse l'offre, insistant sur le fait qu'il ira en premier lui-même. Les yeux brillants, le protagoniste déclare qu'il entrera dans l'arène en premier, exactement comme il l'avait prévu. Il jure ensuite d'obtenir un score élevé et de faire taire ceux qui les méprisent. Sur ce, ses camarades de classe sont revigorés, criant qu'ils vont montrer ce dont leur département est capable. Le professeur Shigar observe leur changement d'attitude, se rappelant à quel point ils étaient craintifs quelques instants auparavant. Les jeunes hommes se souviennent des conseils de Tichy, et le maître pense qu'ils sont une bande de simplistes. 10 minutes plus tard, notre héros sprint dans l'arène 10, naviguant dans une brume grouillant de monstres. Le poing serré, le jeune homme se prépare à utiliser ses capacités pour faire face aux créatures. Il remarque ensuite les cercles de perception magique, prévoyant de les éviter afin de combattre sans être détecté. À ce moment-là, le jeune homme libère une aura bleue, se préparant à déchaîner sa véritable puissance sans être vu. On explique qu'un maître peut emprunter les capacités de sa bête après que leurs âmes se soient connectées.
Pendant ce temps, dans la grotte, le loup mâche un os, semblant très ennuyé par la situation. La créature se demande alors pourquoi son maître utilise son pouvoir alors qu'il est déjà plus fort. De retour dans l'arène, une patte de loup bleu spectrale géante se matérialise, montrant la puissance qu'il a empruntée. Avec cela, l'artiste martial déclare qu'il est simple de vaincre les bêtes magiques de bas niveau ici. Soudain, un hibou géant menaçant apparaît, volant vers lui avec un regard féroce. Les autres créatures de l'arène sentent le danger, criant à tout le monde de fuir la bête de haut niveau. Le hibou rassemble alors des éclairs violets dans ses serres, se préparant à une puissante attaque. Avec cela, la créature s'élance à grande vitesse dans l'arène, démontrant son incroyable agilité. Mais notre héros ne se démonte pas, se préparant à frapper le hibou avec la patte de loup bleu spectrale. Il pense que pour faciliter les choses aux autres étudiants, il doit d'abord briser la volonté de cette bête. Le hibou géant s'écrase au sol, complètement étourdi après avoir été terrassé par le coup du jeune homme. Il en déduit que l'aura d'une bête de haut niveau intimidera les créatures plus faibles de l'arène. Sur ce, la créature baisse la tête et une aura rouge de soumission commence à émaner de son corps. Avec un sourire, il accepte sa soumission, mais déclare qu'il doit apprivoiser toutes les bêtes de l'arène. Par conséquent, il dit qu'il ne peut pas permettre à la fumée de soumission de s'échapper à l'extérieur de la barrière. Le hibou géant observe le jeune homme, ne comprenant pas tout à fait ce qu'il prévoit de faire. Le protagoniste se tourne alors annonçant qu'il part à la recherche des autres bêtes à apprivoiser. Canalisant l'aura du hibou, il part, et le hibou hurle qu'il ne veut plus jamais le revoir. Dehors, le tableau d'affichage continue d'afficher le nom de notre héros avec 0 point dans le tournoi. Kai devient désespéré alors que le temps presse, mais Julia lui dit de rester calme, confiante que son frère réussira. Le professeur Greg ricane simplement en voyant le score du département des arts martiaux. Il se moque alors d'eux, déclarant qu'un score de 0 signifie qu'ils n'ont même pas pu vaincre la bête la plus faible. Ses étudiants acquiescent, remarquant que cela montre la différence entre un artiste martial et un mage. Le professeur Shigar reste silencieux, se contentant de lancer un regard noir à l'autre maître avec une colère intense. Julia se met en colère, lui criant de ne pas se moquer de son frère car il est incroyable même sans magie. Greg est irrité, pensant que la classe d'élite est aussi aveugle que le professeur Linda pour le défendre. Il dit alors à la jeune fille que les résultats parlent d'eux-mêmes, ne laissant aucune place à la discussion. Soudain, le tableau d'affichage montre que Lucas Ryan a gagné son premier point dans le tournoi. Kai est ici célèbre avec soulagement, car cela signifie qu'il peut rester dans le département avec eux. Un professeur se moque de leur célébration, soulignant que le score le plus élevé de sa classe était de 5. Mais à la stupéfaction de l'homme, le score de notre protagoniste continue de grimper sans pause. Atteignant 5 points, le professeur Greg s'agace alors que les camarades de classe du jeune homme applaudissent sauvagement. L'homme n'arrive pas à croire que le département des étudiants inutiles a égalé le score de son meilleur élève. À l'intérieur de l'arène, le jeune homme a intimidé toutes les bêtes, ce qui permet à ses camarades de classe de marquer facilement. Avec cela, il pense que maintenant, il a juste besoin d'atteindre son score parfait et de partir. À ce moment-là, l'artiste martial commence à apprivoiser toutes les créatures avec une vitesse incroyable. L'une après l'autre, les bêtes sont soumises par la puissance écrasante de notre protagoniste. Finalement, il atteint la 10e créature, et le hibou géant se soumet une fois de plus à lui. Voyant le résultat final, le professeur Greg est complètement stupéfait et se met à transpirer froidement. Le tableau d'affichage annonce alors que Lucas Ryan a obtenu 10 points, un score parfait dans le tournoi. Sa petite sœur est remplie de joie, et les yeux brillants, elle s'exclame « C'est mon frère ». Les autres étudiants n'en reviennent pas que le département des arts martiaux ait atteint le score maximum possible. Le jeune homme tapote la tête de Julia, et la jeune fille dit qu'elle a toujours su qu'il pouvait y parvenir. Le professeur Greg crie alors qu'il est impossible pour un étudiant de première année en arts martiaux d'apprivoiser 10 bêtes. Sur ce, il pointe du doigt le jeune homme, l'accusant d'avoir utilisé un imposteur pour passer le test. La petite Julia est irritée par l'accusation, mais son frère reste calme face à la situation. Soudain, un inspecteur attrape Greg par le visage, déclarant que notre protagoniste n'a rien fait de mal. L'homme demande alors s'il insinue qu'un inspecteur accepterait un pot de vin pour autoriser la triche. Greg est terrifié, ayant oublié les inspecteurs et sait que les affronter serait une grave erreur. Il s'excuse, et l'inspecteur annonce qu'il va examiner la barrière pour obtenir une réponse définitive. Kai se plaint qu'il se moque du jugement, mais notre héros lui dit de se calmer. Avec un sourire confiant, le jeune homme déclare qu'il n'a rien à cacher à personne à l'académie. 10 plus tard, nous voyons le hibou géant à l'intérieur de l'arène, l'air extrêmement effrayé. La barrière se dissipe alors, et les créatures regardent vers la lumière avec surprise et confusion. Le hibou réalise que le puissant humain a disparu, et qu'ils peuvent enfin voir le monde extérieur. Sur ce, la créature hurle à tout le monde de s'échapper, et les bêtes se mettent à courir. Mais l'un des inspecteurs lève son bâton magique, se préparant à intervenir dans leur fuite. Il lance alors un sort de confinement vers les créatures en fuite. La magie frappe le hibou de plein fouet, le piégeant dans les airs avec une corde d'énergie dorée. L'inspecteur note que les bêtes sont agitées mais pas assez faibles pour justifier leur remplacement.
L'un des hommes demande alors à son collègue s'il croit que les étudiants ont marqué équitablement. L'inspecteur en chef répond qu'il n'a trouvé aucune preuve d'acte répréhensible, mais que quelque chose d'étrange est arrivé aux créatures. Il décide alors d'envoyer les 10 bêtes pour une inspection complète et de reprendre le tournoi. Une annonce est faite indiquant qu'aucun problème n'a été trouvé, et que le prochain concurrent doit se préparer. Le protagoniste trouve intéressant que même sans preuve, il refuse toujours de croire en ses capacités. Mais avec un regard confiant, il semble avoir une longueur d'avance sur tout le monde à l'académie. Il jette un coup d'œil à Tissy et à son maître, pensant que la vraie surprise reste à venir. La scène passe ensuite à Tissy, qui court dans l'arène pour son propre test. Avec un regard déterminé, la jeune fille se dit qu'elle ne peut pas perdre contre Lucas. À l'intérieur de la barrière, la jeune femme affronte un loup gris et se prépare au combat. La jeune fille se jette en avant, enchaînant une série rapide de coups puissants sur le loup gris avec une grande agilité. Elle pense que si elle ne peut pas le vaincre en 30 secondes, elle changera de tactique et se dirigera vers la porte. Elle saute ensuite sur le dos de la créature pour continuer son attaque et tenter de l'achever. Le loup capte alors l'odeur de notre héros et se demande s'il est toujours quelque part dans l'arène. La représentante prépare une autre frappe avec son poing serré, visant à mettre fin au combat, mais la créature se soumet instantanément, et la jeune fille est très surprise par la réaction du loup. Elle se demande comment un loup de l'ombre de niveau 3 a pu se soumettre si facilement et rapidement. La jeune femme devient pensive, se demandant si c'était une simple coïncidence ou quelque chose de plus. Avec un sourire confiant, elle réalise que peut-être son département n'est pas si faible après tout. Sur ce, elle passe à la créature suivante, l'attaquant avec un puissant coup de poing au visage. Son score augmente ensuite rapidement alors qu'elle bat un sanglier géant avec facilité. Kai l'encourage avec enthousiasme alors que son score continue de grimper sans relâche sur le tableau. La jeune fille crie avec détermination, réussissant à dompter sa 6e créature dans le tournoi de l'académie. Un tigre à dents de sabre est surpris, et elle atteint rapidement 9 points dans l'arène. La créature finale est vaincue, et la jeune femme atteint le score maximum de 10 dans le tournoi. Le tableau d'affichage annonce ensuite que Tichy et Maru a également obtenu un score parfait de 10 points. Kai est stupéfait, commentant qu'elle était encore plus rapide que notre protagoniste dans le test. La jeune fille demande ensuite que ces bêtes soient également envoyées pour une inspection détaillée. Elle pense que les bêtes ne sont pas si effrayantes et que les artistes martiaux ne sont pas intrinsèquement plus faibles. Sur ce, le 3e match commence et nous voyons un autre étudiant vaincre une créature chauve-souris violette. Le jeune homme bat la créature avec un rayon d'énergie dorée, célébrant sa victoire. Avec un sourire, il se vante d'avoir obtenu le score parfait de 10 dans le tournoi. Lors du 4e match, un jeune homme aux cheveux verts frappe un gorille géant avec un coup de pied puissant. Un sourire confiant sur son visage, il célèbre également son score parfait de 10 points. Ensuite, Kai attaque un tigre à dents de sabre avec un coup de poing puissant et précis au visage. La créature se soumet, et le jeune homme aux cheveux blancs célèbre joyeusement sa victoire. Il lève ensuite le pouce, montrant que lui aussi a atteint le score maximum. Le tableau d'affichage révèle alors que chaque étudiant en arts martiaux a obtenu un score parfait. Avec cela, il monte directement au sommet du classement, à égalité avec la classe d'élite. Le professeur Shigar s'autorise alors un sourire subtil, apparaissant très fier de ses étudiants. Il prend ensuite sa flasque et boit une gorgée, semblant plus détendu et satisfait. L'inspection ne révèle aucun problème ni avec les bêtes ni avec la barrière du tournoi. Le directeur Itani se demande pourquoi les scores du département des arts martiaux sont si uniformément élevés. L'un des inspecteurs émet l'hypothèse que les bêtes ont été effrayées par les attaques des mages. Le directeur rétorque alors que les artistes martiaux semblent effrayer encore plus les créatures. Sur ce, il décide que l'année suivante, le département des arts martiaux participera en premier au tournoi. Le professeur Greg est choqué car cela signifie qu'ils seront à égalité avec l'élite pour la première place. Le professeur Shigar se contente de le regarder avec un air de supériorité suite à la décision du directeur. Calmement, le directeur demande s'il a une objection à la décision qu'il vient de prendre. Greg remet alors en question l'équité de la décision, estimant qu'ils ont gagné grâce à la chance. Le directeur répond que la chance est aussi une composante de la compétence, laissant Greg stupéfait par la réponse. Un autre homme acquiesce, déclarant qu'ils ne peuvent pas rejeter les scores car les étudiants ne sont pas en faute. Sur ce, le directeur ordonne que les résultats soient annoncés, et Greg accepte avec une immense colère et frustration. Le professeur regarde ensuite Shigar et Linda partir, jurant de garder un œil attentif sur eux deux. Avec une expression furieuse, il semble comploter quelque chose contre le département rival. Après le départ de Greg, le directeur et un autre homme discutent des résultats du tournoi. L'homme déclare que la question affecte l'existence même du département et que le directeur doit savoir quelque chose. Le directeur Otani dit qu'il ne peut pas partager les détails de ce qu'il sait de la situation, mais il promet que ce n'est rien de préjudiciable à l'école et qu'il feindra l'ignorance pour le moment. La scène se coupe ensuite sur le bâtiment du dortoir des étudiants en arts martiaux à l'académie. Kai célèbre son score parfait, s'exclamant qu'il doit le dire à son père immédiatement. Ses colocataires célèbrent également, remarquant à quel point ils sont devenus plus forts depuis l'examen d'entrée.
Notre protagoniste pense à lui-même que personne ne le soupçonne, et que son plan a parfaitement fonctionné. Kai demande alors comment ils dépenseront les 20 points bonus qu'ils ont reçus pour avoir terminé premier. L'un des jeunes hommes dit qu'il économisera les siens, ajoutant qu'il doit encore un repas à notre héros. Kai déclare alors que la réponse évidente est d'acheter du matériel pour l'entraînement au combat du mois suivant. L'intérêt de notre protagoniste est piqué, et il s'enquiert de l'entraînement au combat. Ils expliquent ensuite que l'entraînement a lieu dans la Tour Allen, le terrain d'entraînement officiel de l'académie. À l'intérieur se trouve un monde illusoire peuplé de diverses races et bêtes que les étudiants doivent affronter. Cependant, seuls 100 étudiants de première année sont autorisés à entrer, et les 12 de la classe d'élite ont leur place garantie. Kai s'enthousiasme, déclarant que puisqu'ils ont tous obtenu un 10, ils sont certains d'entrer dans l'entraînement de la tour. Sur ce, ses autres camarades de classe lui demandent où il va, et le jeune homme dit qu'il va acheter de l'équipement. Sur ce, ils s'élancent tous les deux, et notre héros songe que chaque artiste martial aspire à devenir plus fort. Sirotant son thé, le jeune homme réfléchit que s'assurer que tout le monde marque des points au tournoi était la bonne décision. Kai l'invite ensuite à la boutique de matériaux, mais notre protagoniste décline l'offre. Soudain, son colocataire est hypnotisé par un étrange pendentif qui pend devant lui. Notre héros révèle que le professeur Sugar lui a donné le pendentif et qu'il souhaite examiner. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.